Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des oreilles pointues des elfes de l'espace. J'ai nommé les Aeldari dans cette review complète du codex en français avec les jolies petites images du codex. Sortez vos imprimés écran, c'est le moment. Merci tout d'abord pour commencer à l'ensemble de nos Patreons, nos soutiens, nos abonnés. Merci à vous, sans tout ça, sans vous, tout ça ne serait pas possible. Je vous rappelle que vous pouvez devenir Patreon en allant sur Patreon, hein, évidemment. À partir de 5 € par mois, vous nous soutenez, même 2 si vous pouvez. Vous pouvez même Patreon à 2 €. Mais à partir de 5 € par mois, par contre, vous avez accès à l'ensemble des avantages Patreon, c'est-à-dire que vous allez avoir 20% de remise supplémentaire sur chez notre partenaire Ludetopia. Donc le partenaire fait déjà 10% de remise, vous ajoutez à ça 20% de remise supplémentaire car vous êtes Patreon. Tant que vous êtes Patreon, vous avez droit à cette remise et ça vous fait une remise totale pour tous vos achats Games Workshop chez Ludetopia de 28%. Et 28%, c'est pas mal quand on voit le prix des figurines de Games de nos jours, ça ne fait qu'augmenter. Donc moins 28, c'est toujours ça de prix. Allez, on est parti pour notre review complète du codex Aeldari. On commence immédiatement avec la nouvelle règle de transguerrière, qui est la règle globale et générique des Aeldari. Fini les dés du destin, enfin fini, pas vraiment, on verra, il y a un petit détachement qui joue encore avec des dés dits du destin. Donc pour le moment, on va être sur la transguerrière. Qu'est-ce que la transguerrière? Globalement, toutes vos unités ont ce mot-clé transguerrière, sauf les warsuits. Vous allez voir après, ce qui est warsuit n'a pas ce mot-clé-là, mais peut l'obtenir dans un certain détachement grâce aux spiritiens. Donc en vrai, on peut les avoir quand même. La transguerrière, c'est quoi? C'est simple, vous allez gagner un nombre de jetons de transguerrière à chaque round de bataille. Donc round 1, round 2, round 3, vous générez au début du round de bataille vos pions de transguerrière, 2, 4, 6, indépendamment de la taille et du format de la partie. Et vous pouvez utiliser ces pions de transguerrière pour faire ce qu'on appelle des manœuvres agiles. Elles sont au nombre de 6, ces manœuvres agiles. On a vif comme le vent. Enfin, vif comme le vent permet donc une unité éligible de votre armée choisie pour faire un mouvement normal d'advance ou de retraite. Vous pouvez déclencher cette manœuvre et plus d'une fois par phase, hein, d'ailleurs, à condition qu'une unité différente vienne à chaque fois. Donc on peut le faire plusieurs fois. Hein, voilà, on peut le déclencher quand une unité fait un mouvement normal, un mouvement d'advance ou un mouvement de retraite. Sur plusieurs unités, on peut le faire à chaque phase, il n'y a pas de souci. Et jusqu'à la fin de cette phase, l'unité ajoute 2 pouces à sa caractéristique de mouvement. Mine de rien, ça permet de faire soit des belles advances, soit des moves normaux déjà assez énervés, parce que les Aeldari, ça bouge déjà pas mal au départ, hein, globalement. Une troupe de base Aeldari, c'est 7 pouces. Donc 7 et 2, ça fait déjà 9. Sur du mouvement normal, c'est cool. Il y a beaucoup d'armes d'assaut. Donc on peut vraiment bouger très très vite. Et ça, c'est normal, on est des Aeldari. Ensuite, on va avoir l'ombre furtive. Quand donc une unité pareille est sélectionnée pour faire un mouvement normal d'advance ou de retraite, ou qu'elle est placée sur le champ de bataille, ou qu'elle déclare une charge, bref, tout, voilà. Jusqu'à la fin du tour, les unités ennemies ne peuvent pas tirer, ne peuvent pas faire de tir en état d'alerte. Voilà. Tir en état d'alerte sur cette unité-là. C'est pas mal aussi parce qu'on a des unités qui sont fragiles, qui parfois ont envie de se placer, tirer et se barrer, parce on verra qu'on a ces possibilités-là, et que du coup, on peut craindre le tir en état d'alerte quand on est à Aeldari, avec notre petite endurance de 3, notre petit PV, ça peut partir très très vite. Donc là, on a vraiment un truc qui est hyper intéressant au niveau tactique, de nouveau, empêcher l'adversaire de faire un tir en état d'alerte sur une unité donnée. Ensuite, on va avoir la manœuvre agile moteur stellaire. Donc ça concerne uniquement les véhicules. Et lorsqu'ils font un mouvement normal, jusqu'à la fin de la phase, on ajoute D6 plus 1 à la caractéristique de mouvement de l'unité. Mouvement normal. Ce qui veut dire qu'un véhicule qui bouge de 12 va bouger dans le cadre d'un mouvement normal de 12 plus D6 plus 1. Ça fait des grands mouvements. De nouveau, toujours pareil, on est dans la mobilité chez les Aeldari. Frappe soudaine,
Manœuvre agile, frappe soudaine, donc quand une unité éligible de votre armée est choisie pour combattre, donc au moment de la phase de combat, quand vous choisissez une unité, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité fait un mouvement d'engagement ou de consolidation, au lieu de se déplacer de 3 pouces, eh ben, elle pourra le faire jusqu'à 6 pouces. Hyper intéressant aussi, parce que mine de rien, ces petits stratagèmes-là, ça permet parfois de récupérer un pion objectif ou d'aller contacter une unité adverse. Alors attention, contacter une unité adverse quand on est à Eldari, on n'est pas très tanky. On préfère taper sur quelque chose, le tuer et se barrer. Reconsolider sur une autre unité, ça veut dire qu'on va se prendre une baffe dans l'autre sens. Et ça, souvent, on n'aime pas bien. Néanmoins, c'est possible, et ne serait-ce que pour réaliser des mouvements de consolidation pour aller sur des objectifs, c'est super. Donc ça, c'est une bonne chose. Saisir une occasion, déclencheur, quand une unité ennemie finit un mouvement de retraite. Donc quand vous êtes engagé et que l'ennemi ne souhaite pas rester engagé au corps à corps, il veut se barrer. Une unité de votre armée, pas les titans évidemment, mais toutes les autres unités, qui a commencé la phase d'apportée d'engagement, donc celle qui était engagée avec l'ennemi, cette unité peut faire un mouvement normal de D6+1. Mouvement normal, ça veut dire qu'elle ne peut pas rentrer en portée d'engagement de l'unité, de n'importe quelle unité, dans le cadre de ce mouvement-là. Néanmoins, ça permet au moment où l'adversaire dit « je bats en retraite », parce qu'en fait, je veux utiliser, je veux tirer, je veux faire autre chose avec cette unité-là, eh ben vous, ou je veux recharger, souvent, pour gagner le bonus de charge, pour éviter de taper avant toi, que l'unité tape avant, et ben à ce moment-là, vous faites hop, hop là, moi je fais un petit move D6+1, D6+1, ça permet éventuellement de se mettre à l'abri sur un décor pour pouvoir aller se cacher et pas subir la phase de tir qui va suivre, ou alors ça permet éventuellement de s'éloigner au maximum de cette unité-là, parce qu'on sait que cette unité-là va vouloir de nouveau nous charger au prochain tour. Parce qu'elle aurait claqué un stratagème lui permettant, ou alors elle a cette possibilité intrinsèque de faire désengagement et charge. Et bien là, il se désengage, je lève la main, je bouge de D6+1, si j'ai de la chance, je fais 6, et là d'un coup, la charge, ça sera une charge à 8, et une charge à 8, c'est pas gagné. Dernière manœuvre agile, se replier. Une unité éligible de votre armée, pas de titan toujours, qui a été touché par une ou plusieurs de ces attaques peut faire un mouvement normal de D6+1. C'est génial, c'est à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie est tirée. L'unité ennemie tire, si je suis touché, même pas un mort, rien du tout, si mon unité est touchée, c'est tout type d'unité sauf titanesque. Donc les véhicules, ça fonctionne aussi. Les montées, ça fonctionne aussi. Après avoir été touché, je peux bouger de D6+1 dans le cadre d'un mouvement normal. Donc je fais de nouveau la savonnette. Toutes ces manœuvres, vous allez voir, donc vous avez vu, c'est vraiment des manœuvres de mouvement qui permettent de bouger, de se cacher, etc. Et ça va venir s'ajouter et combiner avec des détachements qui souvent, et des stratagèmes dans ces détachements, qui souvent permettent également de faire des mouvements. Donc on a vraiment, et au départ on bouge beaucoup. Donc on bouge beaucoup au départ, on peut faire des manœuvres pour pouvoir bouger encore mieux, et les détachements vont nous permettre de bouger encore mieux. Donc autant vous dire que vraiment les Aeldari, ça va bouger très 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 vite. Dernière précision d'armée dès le départ, et ça et pas des moindres. On nous explique que quand on rassemble une armée, on peut inclure des unités Harlequins dans cette armée, même si elles n'ont pas le mot-clé Azuriani. Voilà. Ce qui veut dire que concrètement, les Harlequins, il n'y a plus de codex Harlequin. Les Harlequins s'intègrent vraiment à 100% à l'intérieur du codex Aeldari. Donc vous pouvez jouer des Harlequins au milieu d'autres unités Aeldari, le tout dans un détachement non spécifique. Donc pas un détachement spécifique pour jouer des Harlequins, même si ce détachement, en vrai, il existe plus ou moins. Il existe carrément même. Mais vous n'êtes pas obligé de jouer ce détachement-là. Vous pouvez dire non, non, moi je joue un détachement hoste de guerre, qui n'est pas un détachement spécifiquement dédié aux Harlequins. Néanmoins, je vais ajouter des petites motos Harlequins, des troupes Harlequins, et ça, vous avez complètement le droit. Même les personnages Harlequins, les solitaires, les Deadjesters, etc., sont ajoutables dans vos listes d'armées sans problème. Concernant les Inari, là c'est différent. Si vous voulez jouer Ivrain ou l'Incarne, vous devez automatiquement, ce sera votre seigneur de guerre. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir jouer Inari, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer les autres détachements Inari et inclure dans votre armée de la Eldari
donc globalement de la Eldari. Donc ça veut dire de l'elfe noir, de l'elfe de l'espace classique et de l'arlequin. Hein, voilà, donc vous allez pouvoir piocher un petit peu dans ce que vous voulez avec quelques restrictions. C'est très fort, c'est très fort, il y a vraiment des trucs à faire. Par contre, c'est le seul moyen de jouer Ivrain et l'incarne. Voilà, on ne peut pas jouer Ivrain et l'incarne dans un détachement Eldari standard avec d'autres gens. Ça marche pas. Voilà pour les règles de base. Donc on est parti après derrière avec l'Host de guerre, le premier détachement. Host de guerre, grâce martiale, règle de détachement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un détachement qui est très orienté sur le mouvement et sur l'utilisation des transguerriers. On va gagner avec ce détachement-là au début du round de bataille, on reçoit un pion de transguerrier supplémentaire. Pas anecdotique, on a vu que c'était assez intéressant au niveau des mouvements. Chaque fois que l'unité de l'armée va faire une manœuvre agile, la manœuvre vive comme l'argent, jusqu'à la fin de la phase, c'est un pouce supplémentaire à la caractéristique de mouvement des figurines de l'unité. On se rappelle, vif comme l'argent, c'est le tout premier qui nous permet de rajouter 2 pouces au mouvement des figurines lorsqu'elles font un mouvement normal d'advance de retraite. On peut faire donc non pas 2 pouces, mais 3 pouces avec ce détachement. Ensuite, on va avoir aussi, chaque fois qu'une unité de votre armée effectue une manœuvre agile qui implique de jeter un D6, on ajoute un 1 au résultat. Donc tout ce qui nous faisait bouger de D6 plus 1, eh ben, ça sera D6 plus 2. Donc vraiment, on optimise tout ce qui va être transguerrière. C'est assez intéressant comme détachement parce que on bouge encore mieux, encore plus vite, encore plus dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on va avoir comme optimisation? La gemme du phénix pour commencer, figurine Azuriani seulement. La première fois que le porteur est détruit, retirez-le du jeu. À la fin de la phase, jetez un D6 sur un 2+, il revient à la vie avec tous ses PV initiaux. C'est fort. C'est fort, c'est fort. Sur un 2+, pouvoir faire revenir des figurines Azuriani, c'est super bien. Vous allez voir qu'il y a des figurines qu'on a envie d'avoir comme leader dans différentes unités. Et savoir que cette figurine peut revenir, c'est super. Alors attention, ça marche pas avec les personnages nommés, hein, comme d'habitude. Mais bon, on les nommés, Fuegan, pour pas le nommer, il a déjà une règle dans ce genre-là. Pour les autres, non. Mais en tout cas, ça permet de faire revenir tous ces petits personnages sur un 2+, enfin un des petits personnages sur un 2+. Optimisation qui est assez intéressante. Faut pas faire un as. Là, on est déçu si on fait un as. Mais bon, 2+, ça va, ça se fait. Ensuite, stratège atemporel. Figurine Azuriani seulement. Au début du round de bataille, si le porteur est sur le champ de bataille, ou si un transport dans lequel il est embarqué est sur le champ de bataille, vous recevez un pion de transguerrière supplémentaire. On a déjà vu qu'on en gagnait un avec le détachement, là on peut en gagner un deuxième. Ça commence à faire beaucoup de pions de transguerrière. C'est intéressant d'avoir plein de pions de transguerrière pour pouvoir faire plein de moves. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dis oui. J'ai dit oui, s'il vous reste des points, faut y aller quoi. Faut y aller, ça fait des trucs en plus. Ça optimise, si vous voulez, votre détachement. Vous avez un détachement qui est basé là-dessus. Ça vous permet d'avoir plus de pions pour pouvoir déclencher des effets. Donc c'est intéressant. Ensuite, don de préscience. Figurine Azuriani seulement une fois par round de bataille, vous pouvez cibler l'unité du porteur avec le stratagème relance de commandement pour 0 PC. Petite relance pour l'unité. Ouais, bon, c'est pas dingue, hein. C'est franchement pas fou. Ensuite, destructeur psychique, figurine Psycheur Azuriani seulement. Ajoutez 1 à la caractéristique de dégâts des armes de tir psychique dont le porteur est équipé. Ça paraît pas grand chose, mais en vrai, il y a des combos. Il y a des combos pour faire pas mal de dégâts sur des armes psychiques, des tirs psychiques. On verra qu'on peut avoir des bonus déjà aux dégâts et à la force des armes psychiques dans le cadre où on a d'autres psycheurs à porter. Donc si on ajoute ça au fait qu'on a un bonus, ça fait 1 dégât de plus, 2 dégâts de plus. Ça peut commencer à faire vraiment mal avec de l'anti-infanterie de plus. On peut, mine de rien, faire des blagues. Pourquoi pas, si on veut se faire un petit peu une Death Star Psyker, et il y a un détachement pour ça, c'est certainement jouable. C'est certainement jouable. À voir. Après, je n'ai pas les points sous les yeux. Je ne sais pas combien ça coûte, peut-être 10 points, 15 points, 20 points, quelque chose comme ça. Pourquoi pas. Ensuite, on passe au stratagème. Voici, je vous le mets bien, tac, pour que vous puissiez
hop là, faire un petit imprime écran. Réaction éclair à la phase de tir adverse ou à la phase de combat juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles. Et ben l'unité azuréanie de votre armée, en dehors des chasse fantômes c'est tout ce qui va être construct, qui a été choisi comme cible d'une ou plusieurs attaques, et ben -1 pour être touché. -1 pour être touché, c'est cool. C'est toujours cool. Pour un petit PC, c'est bien, c'est pratique. On est fragile quand on est un petit Aldari, donc on est content d'avoir un petit -1 pour être touché, c'est plutôt cool. Sanctuaire aéroporté à la fin de la phase de combat, une unité Azuriani de votre armée et un transport ami dans lequel elle peut embarquer. Si votre unité Azuriani est entièrement à 6 pouces de transport, elle peut y embarquer pour un PC. C'est super fort. C'est super fort car pouvoir rentrer dans un véhicule à la fin d'une phase de combat, c'est en principe impossible. Et là, bah, ça devient possible pour un PC. Donc c'est super. Toujours pareil, on fait la savonnette, c'est-à-dire qu'on sort une unité, on va fracasser l'ennemi, parce qu'on a le moyen de faire des trucs au corps à corps, clairement, avec différentes unités, vous verrez de plus loin. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on reste pas seul dans la pampa, parce que là, on est un peu fragile. Non, on remonte dans le véhicule pour un petit point de commandement, et ça, c'est cool. C'est cool parce que bah, ça nous fait une bonne protection. Feinte de repli. À votre phase de mouvement juste après qu'une unité est battue en retraite, et ben, elle peut déclarer de nouveau charger, tirer, charger. Retraite, tirer, charge. Un PC, c'est un truc ultra standard, mais c'est super bien parce que vous n'avez pas envie de rester au corps à corps, vous voulez vous barrer, vous voulez recharger autre chose. Bref, ça vous donne du mouvement, de la liberté de mouvement, bref, vous fuckez les règles de base, et globalement, c'est ce que fait ce codex, hein, comme d'hab, c'est-à-dire que bah, les Aeldari, ils jouent pas avec les règles standards de monsieur, madame, tout le monde. La plupart des règles standards de Warhammer, bah, eux, elles s'appliquent, mais pas, en fait. C'est assez désopilant. Puissance de feu éclair pour un point de commandement à votre phase de tir. On choisit une unité azurienne qui n'a pas encore tiré, évidemment. Et cette unité obtient touche soutenue 1 lorsqu'elle cible un ennemi à 12 pouces. Ok. La suite, elle est hyper intéressante. C'est que si l'unité en question a déjà touche soutenue 1, ces touches soutenues ne vont pas popper sur du 6, mais sur du 5+. On a pas mal d'armes qui sont touches soutenues 1. C'est de la courte portée, mais bon, on a la mobilité pour y aller. Ça peut, mine de rien, faire des blagues et faire beaucoup de touches, beaucoup de volume de tir et beaucoup de touches. Tirer et disparaître, le bien nommé. À votre phase de tir, juste après qu'une unité infanterie rejoigne votre armée. Donc pas d'unité hérodine, pas azurmen et pas de chasse fantôme. Hein, évidemment, c'est exclu. Donc dès qu'une unité azuriani infanterie a tiré, cette unité azuriani peut faire un mouvement normal et se barrer de D6 plus 1. Je tire, je me tape. Je tire et je me casse. C'est super. Voilà. Donc, bon, après, on peut pas recharger après avoir fait ça. Mais bon, tirer et se barrer, quand on est un elfe, on adore ça parce qu'on, pareil, on veut pas être pris pour cible. On veut se mettre à couvert. Et dernier stratagème de cet host, on va avoir de l'host de guerre. On va avoir à la fin de la phase de combat adverse une unité d'infanterie qui armée qui est entièrement à 9 pouces d'un ou plusieurs bords de champ de bataille, et ben vous les prenez et vous les mettez en réserve stratégique. Super fort. Super fort parce que ça vous permet de vous tirer, quoi, tout simplement, et de réapparaître ailleurs pour pouvoir faire des secondaires. Bref, ça donne de la mobilité. On est toujours sur ce thème de la mobilité, particulièrement dans cet host de bataille. Voilà pour le premier host. Le deuxième host, l'host de gardien du vent. Cet host-là, hop, je me mets là comme il faut pour que vous puissiez faire un petit screen. Voilà, chevauche le vent. À l'étape de déclarer les formations de bataille, vous pouvez placer des unités Azuriani montées et Viper, donc toutes les petites motos et les Vipers en réserve. Super bien. Pendant la bataille, ces unités, elles peuvent arriver, sauf qu'elles n'arriveront pas autour d'eux, mais elles arriveront un tour à l'avance. On compte toujours un tour avant, un tour supérieur pour l'arrivée des réserves stratégiques de ces unités-là. Mine de rien, enfin pas mine de rien, c'est très fort. C'est très fort parce que là, si vous allez vous optimiser votre détachement avec des motos et des Vipers, parce que c'est fait pour, début de game, vous n'êtes pas là.
en fait. Vous n'êtes pas là, vous êtes en réserve. Et puis, bah, dès votre tour 1, vous pouvez arriver, selon les règles des réserves, hein, évidemment, mais dès votre tour 1, vous pouvez arriver, et à votre tour 2, vous pouvez arriver, mais mieux, parce que du coup, vous pouvez arriver comme si c'était le tour 3. Donc c'est super, super, super fort. Vous ne donnez pas la cible à l'adversaire, il ne sait pas où c'est que vous allez arriver, ça vous donne une mobilité stratégique pour pouvoir aller un peu partout sur la table dès le départ. Sachant que c'est des unités qui, en plus de ça, les motos, les Vipers bougent très vite. Top, 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 top. De plus, à la fin du tour adverse, parce que c'est pas fini, vous pouvez choisir un nombre d'unités, Azuriani montée ou Viper de votre armée. Bon, il ne faut pas qu'elle soit à portée d'engagement, et évidemment. On les retire du champ de bataille, elles retournent en réserve stratégique. Le nombre d'unités qu'on peut prendre pour faire ça dépend du format de bataille. 1 si on joue en incursion, 2 en force de frappe et 3 en offensive. C'est super fort. Non seulement vous arrivez avant les autres, vous pouvez les mettre en réserve, elles peuvent se barrer du moment qu'elles ne sont pas en contact. Vive la mobilité. Et si elle reste sur table, elle bouge de 12, 18. C'est la fête. C'est la fête. Donc, on est vraiment sur un truc fait pour les Vipers et les petites motos. Ensuite, on va avoir... Donc oui, donc les unités gardiens du vent de votre armée gagnent le mot-clé ligne. Gardien du vent, ça va être tout ce qui est moto. Ni plus ni moins, toutes les motos deviennent des lignes. Donc, ça vous permet de réaliser aussi des objectifs secondaires qui impliquent des lignes ou bénéficier de bonus de game liés au fait que votre unité soit une ligne. Faire des gambits, vous savez, ce qui vous permet de choisir un pari à partir du tour 3, de dire bah voilà, je vais faire ce pari-là, que j'ai une ligne chez toi, etc. Bah là, toutes vos motos, elles sont en ligne, en plus, elles peuvent se barrer, revenir. C'est faisable, c'est franchement faisable. Ensuite, pour les optimisations, figurine Azuriani montée seulement, donc tout ce qui va être sur des petites motos, l'unité du porteur à l'aptitude éclaireur 9 pouces, comme si ça suffisait pas de bouger déjà très vite. Bah, si l'unité du porteur, vous la mettez sur table, et bah, elle va bouger, vous avez le tour 1, ça va bouger de 9, et ensuite ça va bouger de son mouvement. Autant vous dire que vous traversez la table T1, voilà, tout simplement. Ce qui est cool, parce que vous traversez, puis du coup vous avez fait un move normal, hein, donc vous chargez. C'est fort. C'est très très fort. Ça pour moi, c'est obligatoire. Si on joue ce détachement-là, on jouera des motos, on jouera des personnages. Donc on la met pour avoir éclairant 9 pouces sur une unité. Ça donne tellement de possibilités stratégiques que c'est obligatoire. Le champ mirage, figurine Azuriani montée, toujours. Hein. Chaque fois qu'une attaque cible l'unité du porteur, -1 au jeu de touche. C'est pas mal. Ça aussi, c'est pas mal. -1 pour toucher une unité. Si on est sur une unité un petit peu ballsy au niveau de sa quantité, enfin une belle unité, un peu une Death Star en termes de nombre en tout cas, bah, -1 sur une grosse unité, c'est cool. -1 perma pour être touché tout le temps. C'est génial. Sachant que ça marche au tir, mais ça marche aussi au corps à corps. Hein, parce que c'est chaque fois qu'une attaque cible l'unité du porteur. Tirer corps à corps. C'est fort aussi. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Attaque presciente, figurine Psyker Azuriani montée. Il y en a plein. Seulement, oui, les armes psychiques dont le porteur est équipé ont les aptitudes anti-monstre 2+, anti-véhicule 2+. Cool. Cool parce que souvent c'est anti-infanterie 2+ et anti-infanterie 2+. Donc là, on passe en anti-monstre, anti-véhicule. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, c'est toujours pareil. Les armes psychiques n'ont pas des grosses PA. Donc bon, on est content, on va blesser sur du 2, donc on va bien blesser, il n'y a aucun souci. On va bien toucher, on touche à 2, on va bien blesser. On n'a pas un gros volume, on n'a pas beaucoup de PA. Et, ouais, et dommage 2, quoi, un truc comme ça. Donc bon, ça va faire des saves à 3-4 sur des monstres ou des véhicules. C'est pas le truc le plus fifou de l'univers, clairement pas. Enfin, il y a moyen de le comboter un petit peu. Si, il y a moyen de le comboter un petit peu parce que les psycheurs, quand ils sont proches les uns des autres, ils ont des bonus aux dégâts. Donc éventuellement, on peut passer dégâts 3. Mais bon, le problème de la PA sera toujours là et le volume d'attaque aussi sera toujours problématique. Pour moi, c'est pas la meilleure optimisation du monde. Ensuite, Echo d'Ultanesh, figurine Azuriani montée seulement à votre face de commandement, jetez un D6 ajoutant 1 au résultat si le porteur n'est pas dans la zone de déploiement et 1 s'il est chez l'adversaire, et sur un 5+, on gagne un PC, ouais bon. Sur un 4+, si vous êtes dans No Man's Land, sur un 3+, si vous êtes chez l'adversaire. Après, vous êtes en moto, donc vous y serez, a priori, il y a moyen d'y être, 3+, 4+.
C'est des points dépensés qui, derrière, ne font gagner des PC que sur une chance sur deux ou deux chances sur trois. Ouais, s'il vous reste des points, vous savez pas quoi en foutre, quoi. Perso, je trouve pas ça dingue parce que pas assez fiable. Clairement pas assez fiable. Et on passe aux stratagèmes qui vont avec ces toasts, avec l'host de gardien du vent. Premier stratagème, la mort venue d'en haut à votre phase de tir ou à la phase de combat. Une unité assaillie montée, Viper, toujours. Hein, c'est toujours l'idée, c'est du monté, c'est de la Viper. De votre armée qui a été placée sur le champ de bataille depuis les réserves à ce tour et qui n'a pas choisi pour tirer ou combattre cette phase. Donc on rappelle que on peut arriver facilement des réserves. On peut arriver avant un tour avant, on peut les mettre déjà en réserve, on peut arriver un tour avant, on est considéré comme un tour supplémentaire pour l'arrivée des réserves stratégiques, et en plus on a la possibilité de se barrer en réserve stratégique si on est entièrement à 9 pouces d'un bord de table. Donc autant vous dire que ça peut arriver souvent. Jusqu'à la fin de la phase, vous choisissez cette unité, à chaque attaque d'une figurine de votre unité, vous pouvez relancer le jet de blessure. C'est super fort. Super fort, relance des blessures sur une unité, un truc un peu burné. Les Vipers, ça peut être bien équipé avec des beaux canons, c'est sympa, c'est très sympa. Voire même des lances, hein, des lances stellaires, là, les cavaliers lances, là, les motos avec des lances, ça tire fort déjà au départ, si ça relance les blesses, c'est plutôt intéressant. Ça a une portée courte, mais bon, vous êtes très mobile, vous pouvez arriver des réserves, donc c'est franchement intéressant. Et vous verrez après plus loin qu'on a la possibilité d'arriver des réserves, mais plus proches que les 9 pouces. Donc en plus, on peut vraiment arriver à 6 pouces de l'adversaire. Donc on peut vraiment se glisser facilement sur un bord de table avec une unité. Deuxième stratagème, un PC toujours. Globalement, tout le monde est à un PC. Hein. C'est que des stratagèmes à un PC chez les Aeldari. Survol à votre phase de tir ou à la phase de combat juste après qu'une unité Azuriani montée, donc les motos de votre armée, ait détruit une unité ennemie. Cette unité montée peut faire un mouvement normal de jusqu'à 7 pouces. Voilà. Voilà. Donc vous tirez et puis vous bougez. Mouvement normal de jusqu'à 7 pouces. Et là, il est noté que c'est à votre phase de tir ou à la phase de combat. Donc quand on détruit une unité au tir ou au combat, ensuite, on peut bouger de 7 pouces. Si on le fait au tir, on peut bouger de 7 pouces et ensuite on peut charger puisqu'il n'y a pas de restriction. C'est top, super. Mobilité toujours, donc on est toujours dans la même dynamique du codex, c'est-à-dire la mobilité. Ne pas oublier qu'à tout ça s'ajoute évidemment toujours notre petit transguerrière, hein, parce qu'elle est toujours là, la transguerrière. La mobilité de la transguerrière est là, et à ça, on ajoute encore une autre possibilité de mobilité. Le vent des lames, le vent de lame. À votre phase de mouvement, une unité donc Azure de montée ou Viper, que vous n'avez pas encore bougé, que vous choisissez pour déplacer, et ben jusqu'à la fin du tour, votre unité est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour où elle a avancé ou battu en retraite. Advance charge. Advance charge. On peut faire des belles advances hein, grâce aux transguerrières, on l'a vu plus haut. Donc advance, on bouge très vite, on fait une advance bonifiée par la transguerrière, et pour un PC, on charge. Et tirer et charger, on tire et on charge. Donc on tire, on bute l'unité, on reclaque un PC pour faire survol, on rebouge de 7, et là, on charge. Et on tue ce qu'on veut tuer. Et comme à la fin, il n'y a plus personne, on se barre. On fait une transguerrière, on se barre. C'est super fort. Ça va frustrer énormément de gens parce qu'il y a moyen de faire des mouvements vraiment complètement fous, annihiler l'adversaire et ne pas prendre le contre-feu ou l'amoindrir grandement. Donc c'est vraiment très fort. Par contre, attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Hein. On reste sur de la Aeldari, c'est très fort. C'est aussi très frustrant quand on est débutant parce que c'est pas évident de jouer avec ça. Il faut pouvoir vraiment très très bien maîtriser ces phases de mouvement et on voit que les mouvements, on peut les faire pas tout le temps qu'en phase de mouvement. Donc ça veut dire qu'on doit toujours être en anticipation de ces phases et des mouvements qu'on va pouvoir faire en fonction des différents stratagèmes, des différentes transguerrières, parfois des choses qui sont intrinsèques à des unités. Il faut avoir beaucoup de choses en tête. C'est pas facile pour celui qui le joue. Par contre, si c'est bien joué, c'est vraiment pas facile pour celui qui l'affronte.
parce que c'est pas anticipable. C'est difficilement anticipable d'arriver à anticiper tous les mouvements. Je vois pas, je vois pas un adversaire capable de le faire. Enfin, si certainement, mais on va finir par se faire avoir à un moment donné, c'est sûr. Cavalier audacieux, à l'étape de renfort de votre phase de mouvement, une unité Azuriani montée Viper, toujours, qui est en réserve. Ça, on a compris, on est dans l'host des réserves. Jusqu'à la fin de la phase, et des motos, des motos Viper réserve, voilà. Jusqu'à la fin de la phase, quand vous placez votre unité sur le champ de bataille depuis les réserves, elle peut être placée n'importe où sur le champ de bataille, et non pas en réserve. À plus de 3 pouces à l'horizontale des unités ennemies. Alors, c'est pas 3 pouces, c'est 6 pouces, parce que ça, à 3 pouces, on n'a plus le droit. Avec la dernière fac, on voit que ce codex a été lancé en impression avant la fac. Donc, ça sera 6 pouces, mais c'est cool toujours. Ce faisant, si votre unité est placée à 9 pouces à l'horizontale d'une ou plusieurs unités ennemies jusqu'à la fin du tour, elle n'est pas éligible pour déclarer une charge. Alors, j'ai pas compris. Je comprends pas la suite. Ce faisant, si votre unité est placée à 9 pouces à l'horizontale d'une ou plusieurs unités ennemies, vous ne pouvez pas charger en fait. Ça veut juste dire ça. Ça veut dire que vous pouvez arriver, vous pouvez tirer, mais vous ne pouvez pas charger. Ce serait logique hein, pour un PC. Ce serait logique, c'est la règle globalement pour plein d'autres unités, des unités qui ont le même genre de règle. Donc comme on l'a dit, c'est ça, c'est 6 pouces où vous voulez sur la table, alors qu'elles sont censées arriver en réserve stratégique. Et vous faites comme vous voulez. Ça reste fort. Ça reste fort parce que on peut toujours tirer, on peut toujours se barrer, il y a d'autres stratagèmes, il y a les transguerrières, donc ça reste fort pratique. Puissance de feu concentrée à votre phase de tir une unité, donc pareil, les motos, les Vipers qui n'ont pas encore choisi pour tirer, tout simplement, à chaque attaque de la figurine, et ben plus 1 à la PA. C'est bien, plus 1 à la PA, parce qu'on n'a pas des grosses PA quand on est sur les unités montées, ou les Vipers, enfin ça dépend des armes, mais le plus 1 PA, c'est toujours agréable, hein, on va pas se cacher que ça peut être cool. Il y a plein de circonstances où on est content pour un PC d'avoir plus 1 PA et pouvoir annihiler la cible, en tout cas en avoir la certitude. Ou lui enlever carrément sa sauvegarde, ou le mettre sur une sauvegarde invulnérable, etc. etc. Esquive en spirale à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles. Donc on vous choisit pour cible, pareil, une moto ou une Viper. Qu'à la fin de la phase, vous avez une sauvegarde invulnérable à 4+. Voilà, tout simplement, gentiment, 4+ invulnérable. Donc pour un peu qu'on ait moins 1 pour vous toucher, 4+ invulnérable, un truc qui devait être, entre parenthèses, facilement détruit par un adversaire, parce que vous allez pouvoir vous barrer, mais pas avec toutes les unités. Vous allez peut-être laisser une unité, vous n'avez pas le choix. Votre adversaire, il va dire « Ah super, celle-là, je vais mettre juste ça comme ressource dessus, je mets mon angle, paf, et j'ai la capacité de l'annihiler, parce qu'elle n'a pas de sauvegarde invulnérable, parce que je suis bien. » Et là, vous allez dire « Non, je vais claquer un CP, je vais te mettre moins 1 pour être touché, et puis je vais claquer un autre CP, et puis j'aurai une 4+ invulnérable. » Et là, eh ben, il ne vous tue pas. tout simplement, et ça change complètement les plans. Donc c'est très fort, hein, c'est très fort. Circonstanciel, mais très fort. Enfin, circonstanciel. On peut créer les circonstances de l'utilisation de stratagème. On passe à la suite avec le conclave. Le conclave, je ne sais plus le nom parce que j'ai mal fait mon petit scan. Bref, le conclave, un nouveau détachement. Le conclave, il s'appelle le conclave spectral. Voilà, détachement conclave spectral. Donc là, on va être sur le détachement fait pour les gardes fantômes. Hein, tout ce qui va être seigneur fantôme, garde fantôme, guerrier fantôme, bref, les figurines chasse fantôme. C'est cool qu'il y ait un détachement pour ça, parce qu'au moins, voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc chaque fois qu'une figurine psycheur azoriani de votre armée est détruite par une unité ennemie, l'unité ennemie gagne un pion mort vengeur. Vous mettez un petit pion à cette unité qui vient de tuer votre psycheur azoriani. Voilà, une figurine psycheur azoriani. À savoir que psycheur azoriani, quand vous mettez un personnage psycheur dans une unité qui n'a pas le mot-clé psycheur, cette unité prend le mot-clé psycheur. Ce qui veut dire que quand vous tuez une figurine de cette unité, vous tuez donc bien une figurine avec le mot-clé psycheur azoriani. Donc si vous avez un mort dans une unité de base, et ben ça compte comme étant... Vous avez une unité, une figurine qui a été détruite. À ce moment-là, boum, petit jeton sur l'unité en question qui vient de tirer. Et à chaque attaque de vos figurines chasse fantôme, donc tout ce qui va être guerrier fantôme, garde fantôme, seigneur fantôme, et ben vous aurez plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser cette unité. Donc c'est assez fort. C'est assez fort. Il faut bien jouer parce qu'il faut jouer des psycheurs attachés à des petites unités
exposer ces unités-là, se faire tirer dessus. Bon, ça a priori, à un moment donné, on va vous tirer dessus. Et après, derrière, faut jouer des packs, en fait. Faut jouer un pack, faut jouer des petits mecs avec un psycheur à l'intérieur. Et puis, on soutient une unité de chasse fantôme. Du coup, on se fait tirer dessus et boum, on renvoie la sauce derrière. C'est plutôt intéressant. La figurine Psycheur Razerny de votre armée, ah oui, les Psycheurs aussi, donc les unités Psycheur Razerny ont l'aptitude suivante, guide spirituel en aura. Donc, tant qu'une unité de guerrier fantôme, garde fantôme, seigneur fantôme de votre armée est à 12 pouces de cette figurine, l'unité a l'aptitude transguerrière. Ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui était chasse fantôme, les guerriers fantômes, garde fantôme, n'ont pas transguerrière, mais là, du coup, ils l'ont. Donc, vu que si vous voulez jouer des chasses fantômes, vraiment, vous allez jouer ce détachement-là, du coup, vous allez avoir en fait transguerrière, parce que vous allez faire en sorte de pouvoir l'utiliser. Et transguerrière sur des unités de type guerrier fantôme, chasse fantôme, c'est super cool, parce que c'est des unités qui bougent pas très très vite au départ, mais qui du coup, grâce aux aptitudes de transguerrière, grâce aux aptitudes de transguerrière, elles vont pouvoir bouger quand même, c'est bien. Et les unités de garde fantôme, guerrier fantôme et garde fantôme gagnent le mot-clé ligne. Donc voilà, des lignes de robots. Cool. Les optimisations, lueur de clarté, figurine de spirit seulement. À votre phase de commandement, choisissez une unité garde fantôme amie à 12 pouces du porteur jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement. +1 à la caractéristique d'objectif contrôle. Ok. Voilà. Des figurines infanterie de l'unité. Ajoutez 3 pouces au contrôle des figurines monstres. Donc infanterie, ça va être les petits, et puis après monstres, ça va être les gros en fait, les deux types de gros. Les moyens gros et les très gros. Voilà, eux ils vont avoir +3, c'est objectif contrôle, et les petits +1. C'est plutôt bien. Si vous en jouez plein, c'est bien, parce que ça permet de contrôler les objectifs, donc c'est cool. Spectre de Kurunus, figurine de spirit seulement, encore une fois, normal, les spirits sont toujours les accompagnants de toute façon des chasses fantômes, donc c'est logique que ce soit pour eux, les aptitudes. Figurine de spirit seulement, à votre phase de commandement, choisissez une unité chasse fantôme amie à 12 pouces du porteur, pas de titanesque évidemment, pas le très gros, jusqu'au début de prochaine phase de commandement, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, sur une blessure critique, l'attaque a l'aptitude de précision. Donc, sur un 6 pour blesse, vous avez précision, ce qui vous permet de one-shot des personnages à l'intérieur d'unités que vous ciblez. Tiens. Pourquoi pas? Ça dépend de ce qu'on affronte, du coup, comme on ne le sait pas à l'avance, c'est s'il vous reste des points, quoi. Franchement, je suis pas sûr. Si vous savez contre qui vous allez jouer, oui, il y a des armées qui ont beaucoup de personnages. Quasiment chaque pack a un personnage dedans, et le personnage est très synergisant pour la létalité ou la tankiness de l'unité en question, enfin de l'armée en question. Donc là, c'est intéressant, mais bon, c'est que dans le cadre où vous jouez contre votre pote et que vous savez qu'il va avoir beaucoup de perses, quoi. Rune des brumes, figurine de spirit seulement, toujours. À votre phase de commandement, une unité chasse fantôme à 12 pouces. Jusqu'au début de la phase de commandement, chaque fois qu'une attaque de tir cible unité, à moins qu'on soit 18 pouces ou moins, l'unité est à couvert. Juste un safe. Ok. Ok. C'est pas... c'est très circonstanciel, quand même. Il faut que l'unité attaquante soit à plus de 18 pouces. Bon. Pourquoi pas? C'est pas le truc le plus fou, mais pourquoi pas? Donne un peu de tankiness supplémentaire à vos constructs. Devoir supérieur, figurine de spirit seulement une fois par tour. Quand l'unité ennemie finit un mouvement normal d'advance ou de retrait à 9 pouces du porteur, l'unité du porteur peut faire un mouvement normal jusqu'à 6 pouces. C'est fort. C'est très fort parce que ça vous permet de faire de bouger. Donc, surtout vous êtes un construct, vous bougez pas très vite. Voilà, figurine spirit seulement une fois par tour. Quand l'unité ennemie finit un mouvement normal d'advance ou de retrait à 6 pouces du porteur, l'unité du porteur, oui, donc l'unité du porteur, donc ça marcherait, puisque vous pouvez mettre un spirit dans des unités de guerriers fantômes, donc de garde fantômes. Donc ça marche pour eux, donc c'est cool. Donc dès qu'on a une unité qui finit à 9 pouces de l'unité, hop là, on bouge de 6. On se rapproche soit d'une zone de tir, soit d'une zone de corps à corps. Ça dépend quel type de construct on joue. Mais ça, par contre, c'est cool. Ça, par contre, c'est vraiment à prendre. Je pense que c'est nécessaire. Nécessaire de voir supérieur, de jouer avec ça. Quel stratagème va-t-on avoir pour ce détachement?
Pour ce détachement, je me mets bien pour que vous puissiez faire un petit scan. Hop là, on va avoir l'œil du prescient enfin. L'œil du prescient, votre phase de tir ou à la phase de combat, une figurine Psyker Aeldari de votre armée et une unité chasse fantôme amie à 12 pouces d'aile qui n'a pas été choisie pour tirer ou combattre cette phase. Bref, il faut que vous soyez une figurine de Psyker qui soit à 12 pouces de votre unité de construct. Ok. Vous prenez une unité qui est visible par le Psyker et jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre unité de chasse fantôme fait une attaque qui cible une unité ennemie, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs de caractéristiques de pénétration d'armure et ou de dégâts de l'attaque. C'est situationnel, mais très fort. Mais très fort parce que ça veut dire que sur une armure du mépris, par exemple, qu'on va vous infliger en face, bah, vous pouvez l'annuler. Tout ce qui va être réduction de dégâts, modificateur de dégâts, c'est très fort parce que réduire les dégâts ou dégâts -1, il y en a pas mal et mine de rien, ça peut être très embêtant. Là, bam, vous l'enlevez. Non, c'est plutôt un bon stratagème qui peut être efficace dans plein de circonstances quand vous jouez vos petits constructs. Donc c'est cool, bon stratagème. Armure de moelle spectrale à la phase de tir adverse ou phase de combat juste après qu'une unité ait choisi pour cible. Donc vous êtes choisi pour cible, phase de tir ou de combat. Ça marche sur tout le monde sauf les gros titanesques, évidemment. Jusqu'à la fin de la phase, et ben, à chaque fois que la figurine est ciblée, vous serez 1 à la caractéristique des dégâts de l'attaque. Donc là, c'est vous qui mettez -1 dégâts sur votre unité pour un PC. C'est bien, c'est très bien. Lame de l'au-delà, à la phase de combat, une unité de guerrier fantôme, seigneur fantôme, chevalier fantôme, tous les guerriers, tous les fantômes de votre armée qui n'a pas été choisi pour combattre à cette phase. Et ben jusqu'à la fin de la phase, en phase de combat, et ben les armes de mêlée, elles ont blessure d'Eva. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est toujours pratique de pouvoir faire des blessures dévastatrices. Pont spirituel, un PC, toujours à votre phase de commandement, l'unité guerrier, garde, seigneur, fantôme et une figurine psychique de votre armée. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, vos unités guerrier, fantôme, garde, seigneur, fantôme est considérée comme étant à 12 pouces de votre figurine psychique pour les aptitudes de guidage psychique et de guide spirituel. C'est très intéressant parce que ça vous permet effectivement si vous perdez votre petit cœur ou qu'il n'est pas apporté, de faire en sorte qu'il le soit pour les deux aspects de guidage psychique et de guide spirituel. On se rappelle que guide spirituel, c'est ce qui vous permet d'obtenir les transguerrières. Donc c'est très intéressant de pouvoir garder ces transguerrières malgré tout pour un petit PC. Marqueur spirituel, au début de votre phase de mouvement, une unité de guerrier fantôme ou de garde fantôme. Choisissez un pion objectif que vous contrôlez et dont vous êtes à portée. Ce pion d'objectif reste sous votre contrôle jusqu'à ce que le niveau de contrôle adverse soit supérieur. C'est-à-dire que vous prenez le truc, vous êtes, je dis n'importe quoi, OC 15. Tant que l'adversaire ne mettra pas 16 d'OC, vous avez l'objectif. Même si vous vous barrez. C'est super bien. C'est super bien parce que quand on joue ce détachement-là, vous allez jouer des unités qui valent beaucoup. Donc vous n'en avez pas énormément. Donc c'est bien de pouvoir marquer les objectifs pour pouvoir continuer à scorer sur du primaire. Pas broyeur. Ah ça, c'est puissant. Enfin, à votre phase de charge, juste après que vous ayez chargé avec un guerrier fantôme, un seigneur fantôme ou un chevalier fantôme. Bref, tous les fantômes. Cette unité de guerrier, donc voilà, vous choisissez cette unité, choisissez une unité ennemie qui est à portée d'engagement de votre adversaire. Ok, on choisit une unité. On jette un des 6 pour chaque figurine de guerrier fantôme de votre unité. Point. Si vous êtes un pack de 10, vous jetez 10 dés. Hein. Voilà. Jetez 4d6 si vous êtes seigneur fantôme, les moyens, et jetez 6d6 si vous êtes le chevalier fantôme, le gros. Et sur un 3+, vous affichez une blessure mortelle, non limitée. Sur un pack de 10, franchement, il y a moyen de faire facilement 6-7 blessures mortelles hein, sur un pack de 10 petits. 6-7 blessures mortelles à l'arrivée de la charge, ça picote un peu. Hein. Il n'y a pas besoin d'être en contact. Donc c'est vraiment puissant. Pour un PC, il n'y a vraiment rien à dire. Ou alors sur un gros véhicule, quoi, sur un truc que vous allez galérer un peu à tuer au corps à corps, où il va vous manquer quelques PV parce que vous voyez que c'est un peu short au niveau statistique, et ben bing, un PC,
vous lui infligez 3, 4, 5, 6, 7 mortels avant de commencer le combat, c'est plus la même limonade du tout. Donc ça, c'est très fort. Pas broyeur, un PC, on le garde bien en tête. Et voilà pour ce détachement des petits constructs. On va passer à un nouveau détachement, Lost de bataille de gardien. Défense à tout prix, la règle de détachement. Chaque fois qu'une figurine vengeur lugubre, gardien, arme d'appui ou marcheur de guerre de votre armée fait une attaque, si l'unité de la figurine et ou l'unité cible sont à portée d'un ou plusieurs pions objectifs, ajoutez un au jet de touche. Voilà, si la cible ou vous-même vous êtes sur un pion objectif, c'est plus un pour toucher. Propre, vous allez toucher à 2, quoi. Complètement, c'est ça l'idée. C'est bien, c'est bien. C'est pas fou comme bonus. Ceci étant, on parle d'armes qui ont quand même, quand même du volume de tir. Le marcheur de guerre, il est quand même sympa aussi. Il y a des grosses arbres dessus. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Franchement, ça le fait. C'est marrant. Les optimisations. Figurine Azurnis, seulement le porteur a une capacité d'objet de contrôle de 5. OC5 sur un petit personnage. C'est pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout, c'est marrant. Chemin éthérique de la toile. Figurine Azurnis, seulement à l'étape de déployer les armées. Choisissez jusqu'à 2 unités de gardiens de votre armée. Les figurines choisies ont l'habitude infiltrateur. Vous pouvez infiltrer 2 escouades de gardiens. C'est pas mal. Vous collez ça à une figurine Azuriani. Voilà, tout simplement. Et un personnage Azuriani, c'est marqué figurine, mais c'est personnage Azuriani. Hein. À l'étape déployer les figurines des armées, et ben choisissez 2 unités, bing, elles ont un filtrateur. Donc ok, pour prendre la map et tout ça, pourquoi pas. L'infiltrateur, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Est-ce que c'est ultime? Je sais pas. Ça concerne que des gardiens. Les gardiens, leur impact en termes de tanking ou de létalité est quand même un peu limité. Donc bon, vous rendez infiltrateur des choses qui n'ont pas énormément d'impact. Pour faire des move blocks, éventuellement, ça coûte pas trop cher en termes de points. Donc pour du move block, pourquoi pas. Ou pour anticiper des secondaires. Pourquoi pas. Protecteur des voies, figurine nationaliste seulement tant que le porteur mène une unité de vengeur lugubre ou de gardien une seule fois par round de bataille. Une fois par round de bataille, quand même. Vous pouvez cibler l'unité du porteur avec le trajet tirant d'alerte pour 0 PC. Voilà. Donc vous foutez ça sur des vengeurs lugubres ou des gardiens, 0 PC, tir en état d'alerte. Et, c'est pas tout, non seulement au lieu de toucher sur du 6, vous touchez sur du 5+. Et si vous êtes sur un pion objectif, vous touchez sur du 4+. Ça commence à faire des tirs en état d'alerte vénère. C'est vénère comme tir en état d'alerte. 4+, donc votre adversaire, il va quand même réfléchir un petit peu avant de charger. S'il s'apprêtait à charger avec un truc pas trop tanky ou pas trop nombreux, il va se dire, mais peut-être qu'en fait, j'y arriverai jamais. C'est possible. La létalité est pas folle, mais mine de rien, il y a du volume de tir, et 4+, 4+, ça se fait. Vous défendez votre pion objectif, quoi, avant que l'adversaire dise, bah, je vais venir de façon dessus, je vais te charger, je vais te taper sur la tête, et puis je vais reprendre grâce à l'OC que je vais avoir. Bah, il va falloir qu'il arrive à aller au corps à corps déjà, parce que vous avez tiré dessus, quoi. Ou sur une phase de mouvement adverse, hein. Phase de mouvement adverse, il passe par là, vous êtes sur un objectif, tac, claqué, annihilation de l'unité. Sympa aussi. Bref, il y a des choses à faire. Moi, si je joue ce détachement-là, clairement, je me le mets dans un petit pack parce que c'est cool. Figurine Azuriani seulement, souffle de veau. Figurine Azuriani seulement, tant que le porteur mène une unité de gardien de choc. C'est des gardiens de corps à corps, un petit peu, hein, de corps à corps, avec des armes spéciales. Chaque fois que vous faites un jet pour déterminer le nombre d'attaques avec un lance-flamme dont est équipé une figurine unité, vous pouvez relancer le résultat. Et on peut relancer également le jet de dégâts des armes à fusion de l'unité. Pourquoi pas? Si on joue des gardiens de choc, pourquoi pas? Sachant que c'est des gardiens, ils ont le mot-clé gardien, donc ils rentrent dans le détachement. Ils ont aussi +1 pour toucher. Alors, lance-flamme, on s'en fout, mais pour le reste, pourquoi pas? Donc, gardiens de choc qui ont +1 pour toucher, qui peuvent relancer le jet de touche sur les armes à flamme, qui peuvent relancer le jet de dégâts sur les armes à fusion. Bon, ouais, pourquoi pas? Ça, à la limite, ça se prend, clairement.
Les stratagèmes qui vont avec l'host de bataille des gardiens. Enfin, portent bien leur nom, hein, c'est pour les gardiens. À votre phase de tir, donc salve protectrice. Ah, je me mets bien pour que vous puissiez faire votre petit scan, votre petit imprimé écran. Ah non, j'ai pas la fin. Là, vous avez. Donc, à votre phase de tir ou à la phase de combat, une unité de vengeurs lugubres ou de gardiens, toujours pareil, de votre armée, qui vont tirer ou combattre à la fin de la phase. Jusqu'à la fin de la phase, chaque attaque d'une figurine de votre unité qui cible une unité ennemie à portée d'un ou plusieurs pions objectifs, vous pouvez relancer le jet de blessure. Relance des blesses, c'est fort, c'est cool. La relance des blesses, c'est toujours bien. Donc, relance des blesses si l'unité ennemie elle est à portée d'un pion objectif. Ouais, carrément, carrément, un petit PC, ça marche. Phase de tir adverse, relais de bouclier, phase de tir adverse à la phase de combat. Bon, tir ou combat ennemi. Quand l'ennemi choisit ses cibles, une unité de vengeur lugubre ou de gardien, toujours, quand on est choisi pour cible, si votre unité est à portée d'un pion, d'un ou plusieurs pions objectifs, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une unité cible votre unité, je fais -1 au jet de blessure. Donc -1 pour être blessé, sachant qu'on a une enduit 3. C'est bien, ça donne un tout petit peu plus de tankiness. Donc c'est cool. Pareil, il faut être sur un objectif. Donc on est vraiment sur c'est les gardiens, les vengeurs, sur des objectifs. C'est l'objectif, enfin, c'est le cas de le dire, et les marcheurs également, de ce détachement. Donc en jouant ce détachement-là, vous aurez envie de jouer plein de gardiens, standard, gardiens de choc, plein de vengeurs, des petits personnages, des marcheurs. 3, évidemment, hein, voilà, vous jouerez des marcheurs, vous aurez envie de mettre peut-être ces mecs-là dans des transports ou pas, voilà, c'est là, on va vraiment orienter sa liste sur du gardien et du vengeur lugubre. Mais pourquoi pas, pour avoir un peu plus de tankiness, parce qu'on n'en a pas beaucoup quand on fait ça. Vengeance de veau à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, quand une unité ennemie a détruit une unité de vengeur lugubre ou de gardien de votre armée, donc l'unité est détruite. Et ben il y a un marcheur de guerre qui peut tirer. Voilà, il est éligible pour tirer directement sur l'unité. Bon, il faut qu'il soit à portée, évidemment, mais il peut tirer et il peut le faire donc une fois par round de bataille, évidemment, pour un petit PC. Pourquoi pas, la vengeance, quoi. Ça peut marcher parce que ça peut, mine de rien, votre adversaire vous a chargé. Je sais pas, vous avez tiré en état d'alerte, malheureusement vous n'avez pas tué tout le monde, il a réussi à vous charger, il vous a annihilé parce que vous n'êtes pas tanky. Du coup, il s'apprête à reprendre l'objectif et là, le marcheur qui lui est à portée tire sur cette unité-là, tue l'unité et l'unité ne reprend pas l'objectif. Donc c'est pas mal, en fait c'est pas mal, ça peut mine de rien créer des deltas de points assez importants. Faut pas voir ça que sur la létalité pure et dure du stratagème, mais plutôt je dirais ces opportunités de créer des deltas de points ou de ne pas en perdre, ou de ne pas perdre un point, ça peut vraiment être intéressant. C'est subtil l'Eldari, hein. C'est pas beau, hein. C'est vraiment subtil. Attaque propice. À votre phase de mouvement, à une unité gardien de choc de votre armée, donc c'est très précis, qui n'a pas été enclenché pour se déplacer à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois que votre unité avance, ne faites pas de jet d'advance, à la place, elle fait un mouvement de 6 pouces. Voilà. Et non seulement elle fait un mouvement de 6 pouces, mais en plus elle peut charger derrière. Elle peut tirer et charger. Donc un PC, Advance Auto A6, tire et charge. Bien. Bien. Alors, c'est pas les mecs les plus violents de l'univers. Néanmoins, on leur donne beaucoup de mobilité. Donc on est toujours pareil. C'est des petits mecs qui vont bouger de 13 d'un coup, quoi. D'un coup, j'avance de 13, je fais ma petite charge sur une unité que je suis capable de gérer au corps à corps, parce que tu peux quand même gérer quelques unités. Je sais pas, ça fait 13 plus une charge. Allez, on se fait une petite charge à 6, histoire de dire que c'était un truc faisable. 13 et 6, 19. Ça veut dire que vous avez bougé de 19 avec des mecs à pied. Donc, il n'y a aucune autre, il n'y a pas beaucoup d'autres unités dans l'univers de Warhammer 40 000 à pied qui peut bouger de 19 en faisant move, advance, charge et secure, quoi. Pour un PC, sécurisé, 19, c'est gagné. Franchement, super bien au niveau de la mobilité, donc toujours très intéressant. Et on n'oublie pas, hein, ça combotte toujours avec toutes les transguerrières. Hein. Donc, je dis 19, il y a moyen de faire mieux que ça même, donc c'est vraiment fort. Lame d'Azurian pour un PC à votre phase de tir, donc toujours les vengeurs lugubres ou les gardiens.
vous les choisissez, et jusqu'à la fin de la phase de tir, et ben d'un coup leurs armes deviennent pistolets. Donc s'ils sont engagés au corps à corps et qu'ils peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas se désengager, bah c'est pourquoi pas. Vous avez subi une phase de corps à corps adverse. Vous avez tanké, vous avez chaté, vous avez tanké. Vous avez votre objectif, il est toujours à vous ou il l'est plus, peu importe, j'ai envie de dire. Vous êtes resté sur place. Et ben, vous n'avez pas besoin de vous désengager, tirer, machin. Non, non, vous restez engagé et tout devient pistolet. Et là, bah, vous les annihilez au tir. Donc, c'est cool. C'est un joli petit stratagème qui vaut vraiment le coup. Dernier stratagème, le coup de la victoire pour un PC à la fin de la phase de combat adverse, une unité de gardien de votre armée. Si l'unité n'est à portée d'engagement d'aucune unité ennemie, vous pouvez les placer en réserve stratégique. Et vous restituez tous les bonhommes de l'unité. C'est très fort. C'est très très fort, c'est à la phase de combat adverse. Donc, imaginons, ça marche toujours parce que vous êtes fait tirer dessus, on vous a tué, je sais pas, 7 figurines sur 10. Il vous reste 3 pauvres mecs qui sont assez éloignés des combats, mais arrive la fin de la phase de combat adverse. Votre unité n'est pas engagée, elle est derrière sa ruine, en PLS, ils sont plus que 3 les mecs. Et ben, un PC repart en réserve stratégique. Ils reviendront le tour prochain et ils reviendront full effectif. Un PC. Bien. C'est cool. C'est cool. C'est bien parce que c'est pas tanky, donc du coup, le fait de pouvoir les faire revenir comme ça, d'avoir ce petit stratagème pour les gardiens, eh ben, c'est cool. C'est franchement cool. Voilà pour ce détachement des gardiens. Enfin, ensuite, le détachement des fantômes de la toile. On arrive sur le détachement spécifique aux arlequins. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut jouer des arlequins. On peut jouer que des arlequins, hein, si on a envie, c'est tout à fait faisable. Ou alors, on peut jouer un mix arlequin et pas arlequin. Ce mix-là, on peut le jouer soit dans un détachement standard, un détachement Aeldari lambda, ou on peut le jouer dans le détachement fantôme de la toile. Vous pouvez très bien, dans ce détachement-là, avoir des unités qui ne sont pas harlequins dans le détachement fantôme de la toile. Alors, elles ne bénéficieront d'aucun bonus. Enfin, d'aucun bonus, je m'entends, pas des bonus de détachement, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, elles peuvent y intégrer. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités stratégiques. Moi perso, ce détachement est cool, on va le lire, il est cool. Néanmoins, je trouve que c'est plus pertinent de mettre des arlequins dans d'autres détachements, parce que les arlequins ont des capacités intrinsèques au niveau de leur datasheet de figurines qui peut bien comboter avec et contrebalancer des trous dans la raquette sur les unités Eldari. Donc c'est intéressant. Maintenant, les jouer spécifiquement dans un détachement harlequin, bon, le détachement est pas mal, mais il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Maintenant, si vous voulez jouer fluff, hein, les fantômes de la toile, hein, les mecs, les fantômes de la toile. On y va sur ce détachement. Alors, le détachement, chaque fois qu'une figurine harlequin de votre armée fait un mouvement de charge, elle peut traverser les figurines ennemies. C'est super fort. Super fort, ça vous permet de charger à travers une première ligne pour aller attaquer directement la seconde. C'est comme si vous aviez le mot-clé vol en fait. Sauf que vous ne l'avez pas. Voilà. Les unités de troupes de votre armée gagnent le mot-clé ligne, évidemment, enfin, et sont au C2. Normal, j'ai envie de dire, c'est normal. Vous pouvez inclure jusqu'à 3 exemplaires de chacune des figurines suivantes dans votre armée: Bouffon tragique, Prophète de l'ombre, Coryphée. Alors c'est intéressant quand même parce que vous pouvez, si vous jouez ce détachement-là, que vous mettez des troupes qui prennent le mot-clé ligne, qui deviennent OC2 et qu'à côté de ça, vous mettez d'autres lignes, parce que vous pouvez, Azurianis standard, qui elles sont aussi OC2 et sont aussi lignes, vous pouvez vous retrouver avec une armée quasiment full ligne, full OC2. C'est pas mal, ça peut faire des blagues, il peut y avoir des stratégies pour marquer des points grâce à ça en fait, quoi. Donc ça peut vraiment, ça peut être marrant, ça peut être une stratégie. Il y a vraiment des choses à faire. Ce café est froid, c'est pas bon, mais je vais le boire quand même. On y va sur les optimisations. Le serpentin de Segorath.
Figurine de Coryphée seulement, chaque fois que l'unité de porteur finit un mouvement de charge, choisissez une unité ennemie à portée d'engagement. Jetez un D6 pour chaque figurine de l'unité du porteur qui est à portée d'engagement. Ce coup-ci, il faut être à portée d'engagement, contrairement à l'autre pour les constructs tout à l'heure. Et bien vous jetez un dé, sur chaque 4+, l'unité subit une mortelle, et il y a un maximum, c'est 6 blessures mortelles, alors que l'autre, il n'y en avait pas. Bon, ouais, ok. Pourquoi pas? Ça permet de balancer 3-4 mortels. Sur un pack de 10, par exemple, vous allez balancer, sur un pack de 10, vous allez balancer 5 mortels stats, quoi. Pourquoi pas? Ça peut être une optimisation. J'ai fait la fine bouche, c'est pas mal, quand même. Le masque des secrets, figurine d'Arlequin seulement chaque fois qu'une unité ennemie. Il précise, vous avez vu, figurine Arlequin seulement. Parce qu'on peut jouer des personnages qui n'ont pas le mot-clé Arlequin dans ce détachement. Chaque fois qu'une unité ennemie, monstre et véhicule exclus, pas les monstres et véhicules, à portée d'engagement de l'unité du porteur bat en retraite, toutes les figurines de l'unité ennemie doivent faire un test de fuite désespérée. Vous pouvez pas vous barrer. Globalement, quand vous êtes engagé avec l'unité de ce porteur, vous tirez ces fuites désespérées. Donc fuite désespérée, ça veut dire que vous avez de grandes chances que vous perdiez vos figurines. Et en plus, si vous êtes ébranlé, c'est-à-dire que vous avez subi une phase de corps à corps, que vous avez raté votre test de commandement, parce que vous êtes en dessous de votre moitié, du coup vous êtes ébranlé, vous avez encore plus -1. Donc ça veut dire que là, vous allez fuir sur du 1, 2, 3 à dégager. Ça donne moyennement envie de s'enfuir, quoi. Donc c'est pas mal du tout, je trouve ça intéressant quand on joue des packs de troupes, parce que pour le coup, là, figurine Harlequin seulement, unité du porteur, c'est pour des troupes, hein, concrètement. Un personnage et des troupes. Farce du meurtrier. Il est marrant, le tueur en série. Figurine de bouffon tragique seulement chaque fois que le porteur fait une attaque qui cible une unité qui est en dessous de son demi-effectif. Chaque jet de touche réussi cause une touche critique. Ouais, ok, pourquoi pas. Maintenant, c'est assez restrictif hein, quand même. Faut que l'unité ennemie soit en dessous de son demi-effectif. Faut bien le jouer pour le rendre efficace. Si c'est bien joué, ça l'est, mais pas évident d'avoir une cible éligible en demi-effectif. Bon, c'est à voir. Ouais, à voir. Gaz de brume, figurine de prophète de l'ombre seulement tant que le porteur mène l'unité. Les figurines de cette unité ont l'aptitude infiltrateur. Super bien. Avoir l'aptitude d'infiltrateur pour des troupes, c'est bien. C'est une petite unité qui est infiltrateur. Si vous avez le tour 1, vous êtes super heureux. Si vous l'avez pas, évitez de faire le tremplin, quoi. Mais concrètement, ça marche. Hein. Ça marche, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir comme stratagème? Alors ne pas oublier hein, que là, vous êtes en train de jouer ce détachement-là. Vous avez a priori pris des arlequins avec vous, hein, puisque c'est l'objet de ce détachement quand même. Peut-être pas que, mais vous en avez pris. Les arlequins ont tous transguerrières. Donc ils sont éligibles aux mouvements supplémentaires au même titre que les Azuriani. Ça bouge beaucoup, ça bouge très bien. Premier stratagème, c'est tout pour un PC, c'est coupé à gauche, mais c'est tout pour un PC. À n'importe quelle phase, une figurine personnage harlequin de votre armée qui vient d'être détruite, vous pouvez utiliser ce stratagème à la figurine, même si elle vient d'être détruite. Bon, bref, elle vient d'être détruite, ok. À la fin de la phase, replacez votre figurine sur le champ de bataille aussi près que possible l'endroit où elle a été détruite, et reportez de l'engagement d'une ennemie avec la moitié de ses points de vie initiaux restants. Voilà. Une fois par bataille, le personnage, il revient. Efficace, un PC. Pas mal, pas mal. À la phase de combat, la chute des héros à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait choisi sa cible. Ok. Je suis choisi pour cible. L'unité harlequin de votre armée qui a été choisie comme cette cible. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de votre unité est détruite, vous jetez un D6 sur un 4+, si tu la retires pas du champ de bataille, et elle tape. Voilà. Pour un PC, on sait, un PC, c'est une chance sur 2 de taper. Je préférerais 2 PC et tout le monde tape, mais bon, c'est 1 et sur du 4+. Si vous avez des PC à ce moment-là, que vous avez perdu beaucoup d'unités, vous savez pas parce que c'est quand on est pris pour cible. Alors le problème en plus, c'est ça, c'est qu'au moment où vous êtes pris pour cible, vous devez dire « je taperai en mourant », mais vous savez même pas si vous allez mourir. Donc pour un coup, vous allez peut-être avoir 3 ou 4 morts, vous allez jeter 4 dés sur du 4+, il y a 2 mecs qui vont taper pour un PC. Bon, ça dépend ce qui vous tape en fait. Si statistiquement vous savez que avec les baffes que vous allez pouvoir rendre statistiquement, vous êtes capable d'annihiler l'unité qui vous a chargé et vous sortir de ce corps à corps là, récupérer un objet, faire autre chose,
C'est intéressant. Si c'est pour tuer 2 mecs d'une unité de 10 gonzes, ça sert à rien en fait. Donc c'est extrêmement situationnel et basé sur la stat 4+, quoi. Voilà. Fuite moqueuse à votre phase de mouvement juste après qu'une unité d'arlequin de votre armée est battue en retraite. Et ben vous pouvez charger. Voilà. Tirer, charger. C'est-à-dire retraite, tir, charge. Facile, efficace, un petit point de commandement, ça mange pas de pain. Réplique du trompeur à la phase de mouvement adverse juste après qu'une unité ennemie ait fini un mouvement normal d'advance ou de retraite. Une unité de troupe de votre armée qui est à 9 pouces de l'unité ennemie peut faire un mouvement normal de 6 pouces. Voilà, donc c'est simple, hein, une unité ennemie bouge, elle se retrouve dans vos 9 pouces, vous pouvez bouger de 6 pouces. Attention, mouvement normal, vous ne pouvez pas rentrer en zone de corps à corps dans le cadre de ce mouvement-là. Danse sanglante à la fin de la charge adverse, une unité d'infanterie arlequin ou arlequin monté, les motos, elles rigolent pas encore les motos, hein, de votre armée qui est à 6 pouces d'une ou plusieurs unités ennemies qui seraient éligibles pour déclarer une charge. C'est-à-dire que l'unité adverse fait un mouvement, elle s'est retrouvée à 6 pouces de moi, elle a déclaré une charge ou pas, on arrive à la fin de la phase de charge adverse, cette unité-là qui est dans les 6 pouces de mon unité, je peux cibler mon unité et je peux charger. Propre. Par contre, je ne bénéficie pas, et ça c'est dommage, je trouve, bon, ça vaut qu'un PC, hein, je ne bénéficie pas des bonus de charge. Voilà, aucun bonus de charge à ce tour. Ça veut dire que je ne chope pas le combat en premier. Donc je vais charger mon adversaire, mais comme dans le cadre d'une intervention héroïque, mon adversaire va taper avant moi. Donc je dis de la merde. Non. Non, parce que mon adversaire n'a pas chargé non plus. Donc mon adversaire n'a pas chargé, je n'ai pas chargé, c'est son tour, donc c'est à moi de taper en premier. Donc ouais, si, c'est bien en fait. si, c'est bien. C'est bien parce que vous n'avez pas les bonus de charge éventuels, mais par contre, vous allez taper avant lui, obligatoirement, puisque c'est son tour. Donc vous taperez avant lui. Eh ben c'est bien, c'est une bonne chose. Pour un petit point de commandement, ça fait réfléchir. Voilà. Sortie de scène. J'adore le nom des stratagèmes. Sortie de scène. À la fin de la phase de combat adverse, voilà, si une unité arlequin qui n'est pas engagée au corps à corps avec un ennemi, elle peut se barrer et retourner en réserve stratégique. Mobilité, top. Un PC, nickel. Voilà ce petit détachement spécifique, entre parenthèses, aux arlequins, que vous pouvez jouer avec d'autres unités. Par contre, vous avez vu, tous les stratagèmes nécessitent le mot-clé arlequin, troupe, etc. Donc vous aurez ni stratagème, ni bonus de faction, ni bonus de détachement avec les autres unités. Mais vous pouvez les inclure, pas de problème. Ensuite, Devo d'Ined. Et bien là, voilà, on y arrive au moment où on va jouer Inari. Donc là, c'est le détachement des Inari. Vous pouvez utiliser les règles suivantes. Le dessin létal. Alors attends, je vais vous le placer pour que vous ayez bien tout. Hop. Voilà, ouais, là, vous avez tout. Dessin létal. À la fin de la phase de tir adverse, si une ou plusieurs unités Inari de votre armée ont été détruites à cette phase, choisissez une unité Inari de votre armée, titanesque exclu. L'unité choisie peut faire un mouvement normal. C'est cool. Alors sachant que voilà, le mot-clé Inari, là tout le monde le gagne. Hein, on va regarder tout de suite ça d'abord en bas, regardez, c'est marqué là. Serviteur du dieu qui murmure. Vous pouvez inclure des unités Inari dans votre armée, même si elles n'ont pas le mot-clé de faction Azuriani. Ok. Les unités Azuriani, sauf les héros épiques évidemment, de votre armée, gagnent le mot-clé Inari. Donc ce qui veut dire que quand on dit une unité Inari de votre armée peut bouger, une unité Inari, ça veut dire n'importe quelle unité, parce que les unités ne sont pas Inari au départ. Les unités deviennent Inari parce que vous jouez ce détachement, et pour jouer ce détachement, vous jouez soit l'un des deux personnages Inari. Voilà. Vous devez jouer un des deux personnages Inari pour pouvoir jouer ce détachement, et derrière, toute votre armée, elle prend le mot-clé Inari. Donc mouvement normal, super cool. Donc à la phase de tir, si plusieurs unités de notre armée ont été détruites, donc dès qu'on a été détruit, on a subi une perte, et on peut faire un mouvement normal avec une autre unité. C'est vachement intéressant. Élan létal, une fois par tour, quand une unité Inari, pas oublier qu'on a toujours le mot-clé transguerrière hein, avec ces unités-là. Donc mouvement normal, mouvement de transguerrière, je te rajoute des dés, je te fais une advance, je me barre. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements. Élan létal, une fois par tour.
quand une unité Inari de votre armée effectue la manœuvre agile se replier. Vous voyez la fameuse manœuvre agile se replier. C'est des manœuvres de mouvement de transguerrière. Elle peut faire un mouvement d'élan létal au lieu d'un mouvement normal. Dans ce cas, jetez un D6 et ajoutez 1 au résultat. L'unité peut être déplacée d'un nombre de pouces maximum égal au total. Ce faisant, ces figurines peuvent être déplacées à portée d'engagement de l'unité ennemie qui vient de déclencher cette manœuvre agile. C'est super fort. C'est super fort parce que on va juste regarder de nouveau rapidement ce que c'est agile se replier et vous allez voir pourquoi c'est fort. C'est très fort parce que se replier, c'est le dernier en bas. Une unité éligible de votre armée qui a été touchée par une ou plusieurs de ces attaques peut faire un mouvement normal de D6 plus 1. C'est quand votre unité a été touchée par une attaque à la phase de tir. On me tire dessus, bing, je peux bouger de D6 plus 1. Mais dans ce cadre-là, je ne peux pas rentrer à portée d'engagement ennemi. Là, je peux rentrer à portée d'engagement ennemi. Hop, puisque c'est ici. J'ai pas poste de bataille des gardiens, faut que je le retrouve. Des body LED. Hop là. En ce cas, jeter un D6, ajouter 1 au résultat. Donc non seulement on ne jettera pas un D6 plus 1, mais on aura un D6 plus 2. Et on peut faire un D6 plus 2 et rentrer à portée d'engagement, donc venir au corps à corps. C'est pas mal, c'est vraiment très très sympa. Et on parle d'une unité Inari. Voilà, une unité Inari, donc par exemple l'incarne. Voilà, on tire sur l'incarne, on touche l'incarne, et bien l'incarne peut bouger d'un D6 plus 2 et rentrer en portée d'engagement. Ça fait réfléchir avant de tirer sur l'incarne. Riposte létale. Au début de la phase de combat, choisissez une unité Inari de votre armée, toujours pas titaneste, qui est en dessous de son effectif initial. Jusqu'à la fin de la phase, l'unité à l'aptitude Fight First, combat en premier. Hyper intéressant. Hyper intéressant, au début de chaque phase de combat, vous avez une unité qui est en dessous de son moyen, qui devient Fight First. Alors, il faut être en dessous de son effectif initial, il faut avoir perdu un gars. Il y a plein d'unités par pack de 10, vous allez en perdre un, vous allez être 9 ou 8, allez, vous en avez perdu 2. Et là, d'un coup, l'unité, à chaque début de phase de combat, Fight First. Début de phase de combat. En plus, vous choisissez au début de la phase de combat. Vous avez déjà chargé ou vous êtes déjà engagé au corps à corps. Vous êtes engagé au corps à corps. C'est le début de la phase de combat. C'est au tour de votre adversaire de jouer. C'est à votre tour de jouer. Vous êtes engagé au corps à corps. C'est donc à votre adversaire de taper en premier. Et là, début de phase de combat, vous dites cette unité-là, elle aura fight first. Et là, vous allez taper avant lui. C'est super fort. C'est super fort. Faut bien l'utiliser, mais c'est vraiment puissant en fait pour le coup. Les optimisations, on va avoir donc pour les figurines de Grand Prophète, le regard d'Ined. Grand Prophète seulement, l'arme tempête surnaturelle du porteur à l'aptitude blessure dévastatrice. Ouais, bon. Ouais, non. Mais c'est là. Tempête de murmure, figurine de Psycharque seulement à votre phase de tir. Après que le porteur ait tiré, choisissez une unité ennemie touchée par une ou plusieurs de ses attaques. L'unité doit faire un test d'ébranlement. Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que faire des petits tests d'ébranlement, moi je suis jamais contre. Ça peut, mine de rien, faire gagner beaucoup de points. Il suffit que l'unité en question soit sur un objectif et qu'elle le rate. Et ben vous êtes bien content. Donc ça, à la limite, why not? Vigueur empruntée, figurine d'archonte seulement. Ajoutez 2 à la capacité d'attaque des armes de mêlée du porteur. C'est fort parce que les archontes, ça a déjà pas mal d'attaques. Donc 2 de plus, ça commence à être sympa. Ça fait quand même un sacré peintre. Donc ça peut être vraiment sympa puisque ce détachement vous permet d'intégrer des unités également Drukhari. Et c'est fort parce qu'il y a des unités Drukhari qui vont vraiment bénéficier de ces bonus-là. Des bonus en question, de manœuvres agiles, etc. Et du coup, ça peut vraiment piquer. Il y a vraiment des choses très très salaces à faire. Force morbide, figurine de succube seulement. À chaque attaque de mêlée du porteur, vous pouvez relancer le jet de blessure. Une succube qui relance les blesses. Ok, super bien. Pour moi, les 2 derniers sont super forts. Les vigueur empruntée, force morbide, il faut avoir envie de jouer des Drukhari dans ton détachement Inari. Mais pour le coup, c'est très fort.
tempête de murmures, pourquoi pas? Parce que, mine de rien, voilà, petit as d'ébranlement, why not? L'autre, c'est plus anecdotique, hein, regardinette, c'est anecdotique, clairement. Voilà, voilà, les stratagèmes de ce détachement, drap mortuaire à n'importe quelle phase, une unité inari de votre armée qui vient d'être détruite, alors qu'elle était à portée d'un ou plusieurs pions objectifs que vous contrôliez à la phase précédente. On peut utiliser stratagème. Donc il faut être sur un objectif qu'on contrôle. Et il faut mourir. Voilà. Voilà. On choisit un de ces pions objectifs, donc le pion qu'on contrôlait évidemment. Ce pion reste sous contrôle jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'adversaire le reprenne, enfin que le niveau de contrôle de l'adversaire vienne dessus et que son niveau de contrôle soit supérieur à celui qu'on avait au préalable avant la phase. C'est cool. Pour un PC, c'est super bien. L'adversaire, il vous bute une unité en disant « Tiens, je vais te priver de cet objectif-là parce que tu m'emmerdes, tu vas marquer trop de points de primaire. » Il va vous tirer dessus, ouais. Il va vous tuer. Ouais. Et puis, vous allez garder l'objectif. Et comme vous serez mort à la phase de tir, il ne pourra pas vous charger, il ne pourra pas reprendre l'objectif. Du coup, pour un PC, peut-être vous gagnez 5 points de victoire. C'est super fort. C'est super fort. Résistance macabre à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles. Une unité d'infanterie inari ou inari montée, les motos, ou une unité chasse fantôme. Ah non, exclu, zut. Chasse fantôme exclu, pas de chasse fantôme. Qui a été choisi comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante. Ok, ouais, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible votre unité, soyez 1 au jet de blessure. -1 pour être blessé. Sur de l'infanterie, c'est un peu la même chose que tout à l'heure. Sur l'infanterie, c'est cool. Sur des motos, c'est toujours cool. -1 pour être blessé, ça donne un peu de tankiness, c'est toujours cool. Émissaire d'Ined, à la phase de combat juste après qu'une unité infanterie inarrée de votre armée ait choisi ses cibles. Donc on est en phase de combat, on vient de choisir qu'on va taper sur la gueule de l'adversaire. Jusqu'à la fin de la phase, chaque attaque d'une figurine de votre unité, relancez tout jet de touche de 1. Et à la place, si votre unité est en dessous de son effectif initial, vous pouvez relancer le jet de touche. Alors, après émissaire d'Ined, on continue sur ouvrir le voile pour 2 points de commandement. 2 points de commandement qui va vous permettre tout simplement de taper avant de mourir. Là, ce coup-ci, c'est 2 PC, c'est le seul stratagème de l'ensemble du codex où on a 2 PC. Hein. Le reste du temps, c'est toujours 1. Et là, la phase de combat, donc après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, donc quand vous êtes désigné comme cible du corps à corps, vous pouvez dépenser 2 points de commandement et à chaque fois qu'une unité va être détruite, avant de disparaître, elle tapera au corps à corps. Ça a l'avantage d'être automatique, c'est 2 PC, mais c'est auto, c'est très bien. Ensuite, vision des âmes. Pour 1 point de commandement à votre phase de tir, une unité inari de votre armée qui n'a pas été choisie pour tirer. Normal, donc une unité inari qui va tirer. Jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées cette figurine, les figurines de votre unité, pardon, ont les aptitudes touche fatale et ignore cover. Touche fatale plus ignore cover pour 1 point de commandement. Moi, j'aime bien. Ça permet de donner vachement plus de létalité à certaines unités qui peuvent parfois en manquer un petit peu. Et pour finir, la mort appelle la mort. À la fin de la phase de tir adverse, une unité inari de votre armée, en dehors des chasses fantômes, les constructs toujours ision pas droit, si une ou plusieurs figurines de l'unité ont été détruites à cette phase, votre unité peut tirer comme si c'était votre phase de tir. Pareil, c'est très fort parce que vous avez un mort, ne serait-ce qu'un mort dans une unité, et vous pouvez tirer avec l'ensemble de l'unité comme si c'était votre phase de tir. Juste derrière, autant dire que c'est la petite rebiffe qui pique un petit peu à la fin de la phase de tir adverse. Et voilà pour le détachement Inari, Devo d'Ined. Ensuite, on va avoir un autre détachement qui est le détachement du Conseil des Prescients. C'est le fameux détachement qui réintroduit les fils du destin. Donc, début du premier round de bataille, vous générez des dés du destin, vous jetez un nombre de D6 qui est équivalent, suivant si vous jouez en incursion, en force de frappe ou en offensive, 3, 6, 9. Et lorsque vous jetez ces dés-là, vous pouvez défausser ensuite un des résultats, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6, pour pouvoir faire le stratagème qui est associé. Donc on a finalement un détachement qui joue uniquement sur la gratuité des stratagèmes. Ok, pourquoi pas. Du coup, on n'a pas de bonus, donc à voir si la qualité des stratagèmes
permet de compenser. Alors sachant que c'est pas le stratagème gratuit, on réduit le coût en PC de 1, mais bon globalement ils ont tous un coût de 1, spoil, donc ça sera gratuit quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme optimisation? On a l'optimisation œil lucide, figurine Psyker Asuriani seulement. À votre phase de commandement, vous pouvez ajouter 1, soustraire 1 à la valeur des 1 des dés du destin que vous avez en réserve de dés de destin. Donc ça veut dire qu'à chacune de vos phases de commandement, il y a un des dés sur lequel vous pouvez ajouter un ou enlever un. Ce qui vous permet de jouer sur 3 stratagèmes finalement à chaque fois par rapport à votre pool de réserve de dés. C'est vachement bien, concrètement, c'est presque une optimisation qui est obligatoire. Si vous jouez ce détachement-là, ça donne tellement de flexibilité et c'est quand même l'objet du détachement que vous devez avoir œil lucide sur un de vos psychiques, obligatoire. Rune de protection, figurine Psyker Azurani seulement, les figurines de l'unité du porteur ont l'aptitude insensible à la douleur 4+. Un Feel No Pain à 4+, mais uniquement sur toutes les blessures en dehors des blessures normales. Les blessures normales, il n'y a pas de Feel No Pain, tout le reste, blessures mortelles, blessures dévastatrices, blessures critiques, psychiques, attaques psychiques également, Feel No Pain à 4+. Mine de rien, ça peut rendre tanky une unité qui aurait déjà une bonne save au départ, et qui serait du coup une cible idéale pour des blessures dévastatrices ou des blessures mortelles. Et ben, un Feel No Pain à 4, c'est pas mal. Je pense, par exemple, je sais pas trop, j'ai pas d'idée là tout de suite comme ça. Bah si, les constructs, ça marcherait pas mal éventuellement. Parce qu'on n'a pas ouais, on peut, un Psyker et Uzionai, on peut effectivement mettre un pack de constructs avec un Feel No Pain à 4 sur les blessures mortelles, c'est assez fort. C'est assez fort. Ensuite, on va avoir Pierre de Fureur surnaturelle. Figurine Psyker et Uzionai seulement, ajouter 12 pouces à la caractéristique de portée des armes de tir psychique dont le porteur est équipé. C'est bien parce qu'on a des portées qui sont très courtes, généralement pour les sorts, pour les armes, les attaques psychiques. Donc du coup, 12 pouces, c'est quand même cool de pouvoir avoir une longueur une distance plus longue. Après, bon, les attaques psychiques, ouais, c'est faisable. Je vous l'ai déjà dit, il y a des trucs à faire. C'est pas fou dingue, mais il y a des trucs à faire. Donc bon, s'il reste des points, pourquoi pas. Ensuite, Torque de Morai Heg, figurine psychologique seulement une fois par tour quand votre adversaire cible avec un stratagème une unité de son armée à 12 pouces du porteur, et de cette optimisation, le coût du stratagème c'est un PC de plus. C'est pas mal, ça permet de faire dépenser des PC ou d'empêcher un adversaire d'utiliser un stratagème s'il est un peu raide en termes de PC. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, ça oblige à exposer ce personnage-là. Bon, maintenant, c'est faisable puisque c'est des personnages qui souvent ont des mouvements très importants. Maintenant, il faut faire toujours très attention. On est des chips, hein. Les Eldari sont des chips. Qu'est-ce qu'on va avoir comme stratagème? Les fameux stratagèmes qu'on peut ne pas payer en fonction de nos dés du destin. C'est clairement faisable. Donc, pressentiment d'effroi à la phase de commandement, une figurine Psyker Azuriani qui choisit une unité ennemie à 18 pouces et visible de la figurine. Et l'unité doit faire un test d'ébranlement avec un malus de -1. C'est bien parce que souvent le test de commandement, ça permet peut-être de récupérer, enfin d'éviter qu'un adversaire tienne un objectif. Ça se fait à la phase de commandement, donc la phase de commandement ennemie, évidemment. Vous l'obligez à faire un test de commandement et peut-être du coup à ne pas tenir un point et de marquer 5 points ou 4 points de primaire en moins. Donc ça peut franchement, c'est un bon stratagème. À la phase de combat, ensuite préscience, phase de combat juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles, une unité d'infanterie azuriani, sauf les chasseurs, la chasse fantôme, qui a été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques de l'unité attaquante et qui est à 9 pouces d'une ou plusieurs figurines Psyker Azuriani. Donc là, on va avoir ça à chaque fois, hein. Il faut toujours être à distance d'une figurine Psyker Azuriani. C'est vraiment un détachement qui joue sur les fils du destin, donc sur les Psykers. Donc si on est à 9 pouces, si cette unité amie est à 9 pouces du Psyker Azuriani, et jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque qui va cibler cette unité, -1 au jet de touche, -1 au jet de blessure. C'est fort, c'est contraignant, c'est-à-dire qu'il faut être à 9 pouces d'un Psyker Azuriani, mais a priori vous allez en jouer, puisque c'est quand même l'objectif de ce détachement. -1 à la touche, -1 à la blesse sur une unité d'infanterie Azuriani, c'est cool. Comme on est des chips, particulièrement l'infanterie, hein, c'est jamais des endurances très élevées, majoritairement c'est 3, et c'est bien d'avoir -1 pour être touché et -1 pour être blessé. Ensuite, nous avons vérité dévoilée pour un PC ou gratuit, toujours si on a le bon jet, si on a un 3, par exemple, ça marche.
À votre phase de mouvement, une unité d'infanterie Azuriani qui n'a pas encore bougé, évidemment. Et pour la déplacer, eh ben, si elle a 9 pouces d'un psyker Azuriani ennemi, vous pouvez, au lieu de bouger, retirer l'unité du champ de bataille et la placer n'importe où à 9 pouces. Donc finalement, c'est une FEP 9 pouces pour n'importe quelle unité sur le champ de bataille qui est à 9 pouces d'un psyker. Ça marche si l'unité est engagée au corps à corps. Il n'y a pas de restriction. Donc vous avez un pack de 10 bonhommes engagés au corps à corps et ça vous plaît pas. Vous allez pouvoir les prendre du corps à corps et les replacer à 9 pouces où vous voulez sur la table. Et du coup, ils pourront agir normalement. Par contre, ils pourront plus se déplacer. Ils pourront tirer, ils pourront charger, mais ils pourront pas se déplacer. Ils seront considérés comme s'étant déplacés, comme s'ils arrivaient des FEP ou des réserves finalement. Ensuite, c'est un bon stratagème, très bon stratagème ça. Sort inéluctable. À votre phase de tir, une unité d'infanterie Azuriani de votre armée, sauf la chasse fantôme, comme d'habitude. Unité qui a 9 pouces d'un psyker, comme d'habitude. Jusqu'à la fin de la phase, les armes de tir dont sont équipées les figurines de votre unité ont l'aptitude ignore le couvert et chaque attaque d'une figurine de votre unité sur une blessure critique, donc sur un 6 pour blesser, améliorera de 1 la caractéristique de PA. Ouais, bon, faut faire des 6 à la blesse. Mais non, ça concerne des unités qui souvent ont quand même, si elles sont par pack de 10 ou plus c'est peut-être pas possible, c'est peut-être que 10 maintenant, ont quand même un volume de tir assez important. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut imaginer qu'on va lancer plein de dés, que du coup on va faire des 6, on va ignorer le couvert, on a souvent des PA-1, donc PA-1, ignore cover, c'est cool. Si on fait des 6, c'est PA-2, ignore cover toujours. Donc pourquoi pas? Là, de toute façon, ça va être gratuit. Suivant les dés du destin qu'on va avoir, on va pouvoir lancer ce sort gratuitement, donc ce stratagème gratuitement, donc why not? C'est circonstanciel, mais ça peut faire son œuvre parfois. La fureur d'Isha à la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie ait fini un mouvement normal d'advance ou de retraite. Une figurine Psyker Azuriani de votre armée à 9 pouces de l'unité ennemie. Alors, une figurine Psyker Azuriani, ça veut dire que un Psyker qui aurait rejoint une unité lambda, une unité Azuriani, eh ben, cette unité devient Psyker. Prends le mot-clé Psyker. Psyker Azuriani, du coup. Et du coup, bah, ça marche. Ce qui veut dire qu'une unité ennemie qui approche dans les 9 pouces, et bah, du coup, on va pouvoir jeter 6d6 et pour chaque résultat de 3+, ça fait une blessure mortelle. C'est pas mal. C'est pas mal parce que imaginez que vous ayez une unité fasse un mouvement vers vous, elle rentre dans vos 9 pouces parce qu'elle a la volonté de vous charger. Vous êtes une chips, vous n'avez pas envie qu'on vous charge, enfin quand on va vous charger, ça va faire super mal. Et ben vous faites ce strata. Faites ce strata, ça va peut-être vous permettre de balancer 3 blessures, 4 blessures mortelles. 3-4 blessures mortelles, vous allez peut-être tuer 2-3 mecs. Et du coup, vous allez pouvoir tanker la phase de corps à corps qui va vous arriver dans la gueule de toute façon. Donc c'est plutôt un bon stratagème. Vraiment, ouais, mais il est cool. Il est cool. Stratagème défensif qui est bien cool. Ou ouais, moi plutôt défensif. Bouclier psychique à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles. Donc une unité infanterie, toujours, qui est toujours à 9 pouces d'un psyker, ou qui est elle-même une unité psyker Azuriani, ça marche. Jusqu'à la fin de la phase, votre unité peut être choisie comme cible d'une attaque de tir seulement si elle est à 18 pouces de l'attaquant. C'est un non opératif, tout simplement. Donc voilà, votre unité ne peut pas être prise pour cible, sauf si l'attaquant est à 18 pouces, grâce à ce stratagème pour un point de commandement, ou gratuit, toujours. Il ne faut pas oublier que les stratas ne sont pas payants, finalement. Peuvent l'être, mais moins un PC, donc Z0 à chaque fois. Donc si vous cumulez le fait que vous allez pouvoir en jouer gratuitement, plus ceux que vous allez pouvoir jouer en payant des points de commandement, mine de rien, vous allez souvent pouvoir les jouer, clairement. Donc c'est des vrais atouts qu'on a dans la manche et qu'on va pouvoir user et abuser pendant l'ensemble de la partie. Voilà pour ce détachement de conseil des pressions. Et nous allons finir, il me semble que c'est le dernier, ouais, c'est ça. Nous allons finir avec le meilleur pour la fin, enfin le meilleur, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est plutôt sympa, moi j'aime bien. C'est le détachement des hosts aspect. C'est là que vous allez pouvoir jouer des guerriers aspect et l'avatar de Kane. Et dans ce cas-là, donc les guerriers aspect et l'avatar de Kane, à chaque phase de combat ou de tir, c'est pas ou, c'est et de tir, vous allez pouvoir choisir soit de relancer les touches, les as à la touche, soit les as à la blesse. Pour chaque unité à la phase de combat et à la phase de tir. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ça peut faire des vraies différences. Des guerriers aspects qui relancent les as ou qui relancent les as à la blesse, c'est fort parce que c'est quand même des unités qui généralement ont un peu d'impact.
un petit peu d'impact au niveau de l'attrition, j'entends, hein, c'est-à-dire qu'elles sont capables de faire des vrais trous. Par contre, faut qu'elles touchent, faut qu'elles blessent, et elles ont quand même de la force, elles ont quand même des CT ou des CC qui sont corrects, hein, c'est toujours du 3+, mais donc 3+, relancer ça, c'est cool. La blesse, c'est plus faisable parce qu'on a, pareil, des blessures qui sont avec des forces un peu plus grandes, donc c'est des guerriers aspects. Donc du coup, ça fiabilise un peu, ça peut être relativement nerveux comme gameplay, et puis donner une bonne attrition. On va avoir comme optimisation l'aspect du meurtre, figurine d'Autarque et ou d'Autarque Sautevoix. Donc là, ça va tout être pour les Autarques Sautevoix, hein, les optimisations. Mais vous allez avoir envie d'en jouer de toute façon en tant que leader dans vos unités, parce qu'ils sont vachement bien. Donc, lorsque figurine Autarque ou Autarque Sautevoix pour aspect du meurtre, ajoutez un à la caractéristique des dégâts des armes de mêlée dont est équipé le porteur. Et en plus, le porteur, il a l'aptitude précision. Bah c'est bien parce que mine de rien, un autarque ou autarque sautevoix dans un pack de guerriers aspect, c'est des bonhommes qui mine de rien meulent un peu, et là, bah, plus un dégât sur les armes de mêlée, c'est cool, c'est franchement cool. Manteau de sagesse, figurine d'autarque ou d'autarque sautevoix seulement tant que le porteur mène une unité de guerrier aspect. Chaque fois qu'une unité est choisie pour tirer ou combattre jusqu'à la fin de la phase, les figurines de l'unité gagnent les 2 aptitudes de la voix du guerrier. Donc, la voie du guerrier, c'était relance des as à la touche ou à la blesse en phase de tir et en phase de combat. Et ben là, c'est très simple, c'est tout le temps, c'est les deux et c'est tout le temps. Obligé. Cela, c'est une optimisation qu'on met obligatoirement lorsque l'on joue ce détachement. Pierre miroitante, figurine d'Autarque Sautevoix seulement, tant que le porteur mène une unité de guerrier aspect, chaque fois qu'une attaque de tir cible l'unité, et ben soustrayez 1 au jet de blessure. C'est pareil, c'est auto-include, c'est super fort. Super fort parce que bah, -1 pour être blessé, c'est super fort sur une unité, tout simplement. Donc bah, ça, si on a les points, on y va, hein, on se fait plaisir. Et la dernière optimisation, Autarque Sautevoix, tant que le porteur mène une unité de guerrier aspect, ajoutez 1 à la caractéristique de contrôle d'objectif des figurines de l'unité. Bah ouais, parce que de toute façon, les guerriers aspect, ils sont au C1 généralement. Donc là, les faire passer au C2 sur un pack, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, bon, c'est pas là qu'ils jouent, hein, les guerriers aspect, ils sont plus sur l'attrition qu'autre chose. C'est plus des unités d'attrition dans le cadre du codex à Eldari, hein. J'entends, il y a d'autres codex où on dirait ouais, les guerriers aspect, c'est de la merde. Mais là, dans notre cadre à nous, oui, c'est plutôt l'attrition, donc leur mettre de l'OC. C'est toujours bien d'avoir de l'OC, mais bon, ça fait beaucoup d'optimisation à mettre, ça commence à faire pas mal de points. Donc, quitte à choisir, je prendrais peut-être pas ça. Ensuite, donc au niveau des stratagèmes pour ce détachement, on va avoir, oui, je ne l'ai pas dit. Donc les guerriers aspect ont une spécificité. Lorsque vous utilisez des guerriers aspect, vous avez des pions de temple aspect. C'est-à-dire que par tranche de 5 figurines dans votre unité, généralement c'est une unité de 5 ou de 10, donc vous avez un pion temple aspect pour 5 figurines, 2 pions pour 10. Ces petits pions de temple aspect vont vous permettre soit de transformer une touche ou une blessure en 6, quand vous voulez, dans la game, voilà. C'est cool, c'est cool. Ou autrement, ils vont pouvoir être dépensés dans le cadre d'un stratagème pour pouvoir booster le stratagème. C'est très intéressant aussi. Donc c'est sympa, ça fait des petites combos supplémentaires. Après, il faut y penser. C'est comme tout. Ce codex, de toute façon, globalement, prise en main, attention, on n'est pas sur beginner, hein, clairement pas. Si on veut en tirer quelque chose et arriver à faire des games, s'amuser, mettre des synergies, mettre des choses en place, et gagner des parties, ben voilà. Faut sortir un peu les doigts du lutin, quand même, hein. Par contre, une fois que c'est maîtrisé, ça peut être vraiment très 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 fort. Donc on y va pour le premier, donc concentration guerrière. À votre phase de tir ou à la phase de combat, ok. Unité de guerrier aspect ou l'avatar de Kayn, comme si. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs aux caractéristiques de capacité de tir, capacité de combat, force, pénétration d'armure et dégâts de l'attaque, et ou certains ou tous les modificateurs au jet de touche. Bref, vous êtes full patate, personne ne peut vous mettre de malus, rien du tout. Donc ça permet d'avoir un pack de guerrier aspect ou l'avatar qui va taper full bonus sur une unité qui aurait soit intrinsèquement, qui vous limiterait votre force, votre capacité de combat, ou qui réduirait les dégâts automatiquement, ou autrement, un stratagème, utilisant un stratagème, je pense par exemple à l'armure du mépris, standard, -1 PA, et ben là vous utilisez concentration guerrière et -1 PA, il n'y a pas. Voilà. Efficace, propre, simple.
2. Jusqu'à leur dernier souffle. Pour un point de commandement, la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie ait choisi ses cibles. Donc généralement, ça va être la cible guerrier aspect ou avatar de Kane. Chaque fois que vous utilisez ce stratagème, vous pouvez retirer un pion de temple aspect. Alors là, c'est là justement qu'on commence à voir l'utilisation des pions de temple aspect. On peut, si on le souhaite, retirer un pion de temple aspect de l'unité et obtenir un bonus supplémentaire. Si la figurine n'a pas combattu à cette phase et qu'elle meurt, ok, et on jette un D6 en ajoutant 1 au résultat si on a retiré un pion de temple aspect. Ou autrement, elle tape sur un 4+. Concrètement, un PC, je tape sur un 4+. Ok, un PC plus un pion de temple aspect, je tape sur un 3+. Sur un 3+, pour un point de commandement, c'est pas mal, parce que on avait d'autres stratagèmes dans d'autres détachements, 2 PC, je tape tout le temps, ça c'est propre, mais c'est 2 PC. On a vu un autre endroit où on avait un PC et on tape, mais c'est sur du 4+. Là, vous savez ce que j'en pense, pas du bien, parce qu'une chance sur 2, bon. Là, bon, 3+, c'est mieux. Est-ce que c'est top génial? Non, c'est pas top génial, mais c'est mieux. Voilà, donc pourquoi pas. Ensuite, sanctuaire aéroporté à la fin de la phase de combat, une unité Azuriani de votre armée et un transport ami dans lequel elle peut être embarquée. Ok, on cible l'unité Azuriani, on cible le transport. Si l'unité Azuriani est entièrement à 6 pouces de son transport, elle peut y embarquer à la fin de la phase de combat. Fin de phase de combat, la vôtre ou celle de l'adversaire. C'est super fort. C'est super fort parce que ça évite qu'une unité qui vient de faire un combat se retrouve dans la pampa, exposée, puisque je vous le rappelle une nouvelle fois, on est des mecs en collant. Donc les mecs en collant, eh ben, ça aime pas bien quand ça se fait prendre pour cible, ça aime plutôt mettre des baffes. Donc du coup, bah là, vous avez fini votre rembarquage à l'intérieur du transport, si vous êtes à 6 pouces de transport pour un point de commandement. En principe, c'est pas possible de faire ça. Et bien là, ça l'est à la fin de la phase de combat, que ce soit la vôtre ou celle de l'adversaire. Alors, celle de l'adversaire, ça a moins d'intérêt, parce que bon, fin de la phase de combat de l'adversaire, derrière, ça sera votre tour à jouer, donc on s'en fout. Quoique si, parce que à la limite, vous êtes déjà embarqué à l'intérieur, du coup, vous pouvez bouger, machin. Pourquoi pas, aussi, ça peut le faire. Rune inéluctable à votre phase de tir, donc l'avatar de Kane. Voilà, c'est pour l'avatar de Kane. Jusqu'à la fin de la phase, son tir qui est en principe à 12 pouces de portée, la mort hurlante, et ben ça sera 18 au lieu de 12, c'est cool. Et le dégât, ça sera pas D6 plus 3, ça sera flat 8. Flat 8. Flat 8. C'est cool parce que c'est un gros tir, flat 8, il y a un gros tir, alors il est tir soutenu D3. Donc si vous faites un 6 pour toucher, vous êtes bien heureux parce que du coup vous allez faire D3 tirs supplémentaires. Et alors là, PA-4 flat 8, force 14, je crois, ou force 16, un truc comme ça. Bah, de toute façon, c'est le mec qui est juste en dessous. C'est le mec qui est juste en dessous, on a dit. Va pas plus loin. Hop là, c'est force 16. Touche à 2, force 16, PA-4, dommage D6 plus 2. Bah là, ça sera force 16, PA-4, mais dommage 8. Ça pique très sérieusement. Ensuite, on va avoir précision surnaturelle pour un point de commandement, une unité de guerrier aspect. Vous la choisissez au moment où elle va tirer. Si vous pouvez dépenser un pion de temple aspect. Si vous dépensez pas de pion de temple aspect, l'unité aura soit ignore cover, soit touche fatale, soit touche soutenue 1, vous choisissez. Si elle a dépensé un pion de temple aspect, eh ben elle peut avoir les deux. Donc bah c'est bien, les deux c'est cool, les deux c'est plutôt cool. Je pense particulièrement pour une phase de tir des guerriers aspects à des Dark Reapers. Des Dark Reapers, je sais pas comment ils s'appellent en français. Vous voyez les Dark Reapers, en fait de quoi je parle. Donc les Dark Reapers, pas mal. Un Dark Reaper en touche fatale, touche soutenue, parce qu'il est déjà ignore cover je crois. Du coup il se retrouve en ignore cover, touche fatale, touche soutenue. C'est pas mal pour un petit point de commandement. Moi j'aime bien. Pourquoi pas. Ensuite, vengeance de Kane. À la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie, en dehors des monstres et des véhicules, est choisie pour battre en retraite. Au moment où il décide de se barrer. Là, vous lui dites non, ça va pas se passer comme ça. Une unité de guerrier aspect ou l'avatar qui était engagé avec cette dite unité, toutes les figurines de l'unité doivent faire un tête de fuite désespérée. Ça va perdre de la figurine. Et en plus, si l'unité qui veut fuir est ébranlée, et ben en plus, elle aura -1 au test de fuite désespérée. Donc autant dire que ça va partir sur du 1, 2, 3. Donc ça peut rapidement pas donner envie à votre adversaire de se désengager.
Ou alors s'il le fait, il va perdre des figurines, c'est une certitude. Si chatte modée, mais ça, on peut rien y faire, hein. Quand on a la chatte, on a la chatte. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur le temple Lost Aspect. Voilà. Et on a fait le tour de tous les différents, les différents détachements. Donc ils sont nombreux, hein, oui, on en a plein, on a beaucoup de choix, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a clairement, c'est la fête, hein, c'est la fête. Il y a d'énormes combos. Moi j'aime bien le fait que qu'on intègre maintenant finalement complètement les arlequins. Alors il y en a qui vont hurler mes arlequins, j'ai plus mon code. Ouais bon les mecs, on se détend, il y avait 6 entrées quoi. Là, au moins, ils s'intègrent à l'intérieur. Ils s'intègrent bien. En plus, ils s'intègrent bien. Ils peuvent amener des petites unités, des petits détachements à l'intérieur, qui va avoir des missions différentes de ce que peut avoir comme mission des unités à Eldari. Ils sont un peu autosuffisants finalement. Ils peuvent jouer seuls ces mecs-là, pourquoi pas. Ou autrement, on a le détachement spécifique Harlequin où on se dit, je vais jouer plein d'Harlequins. Mais dans ce détachement-là, on peut malgré tout jouer des unités non Harlequins. Ce qui est bien parce que du coup, ça nous donne des possibilités de build de liste. Bref, c'est plus fort qu'avant. C'est simplement ça, c'est plus fort qu'avant et c'est plus diversifié aussi qu'avant. Ça donne plus de possibilités. Donc moi, je trouve ça cool. C'est un super codex. Là, il y a vraiment une énorme matière à travailler des listes, à essayer plein de choses différentes. Tout est jouable. Tout est jouable, vraiment tout est jouable. Je vais m'empresser de tester tout ça avec les copains au studio, mais je pense vraiment que tout est jouable et qu'on peut se faire plaisir et qu'on peut avoir quelque chose de compétitif. Certainement, je suis pas un joueur compétitif, mais oui, on peut très certainement faire des listes super burnées, hyper chiantes surtout des chiantes à manœuvrer, en fait, chiantes à manœuvrer pour l'adversaire. Alors pour le joueur aussi, c'est vraiment fait pour des joueurs aguerris, hein, le codex à Eldari et l'armée à Eldari. Alors si vous aimez le fluff, vous aimez les figurines à Eldari qui sont chouettes, hein, au demeurant, faites-vous plaisir, jouez, faites-vous une armée à Eldari. Attention, par contre, ne vous basez pas sur ah mais Eldari c'est cheaté, Eldari c'est trop fort, Eldari machin. Du coup, vous jouez Eldari pour ça. Vous serez déçus. Vous serez déçus parce que oui, c'est vrai, c'est fort, c'est cheaté, c'est tout ce qu'on veut, c'est génial. C'est difficile à jouer. Donc c'est pas parce que vous avez une armée Eldari que ça sera fort, c'est pas du tout clé en main. Pas du tout, il y a d'autres armées qui ont été fortes par moment. À Eldari, ça a toujours été puissant, mais ça a toujours été difficile à jouer. Ça a jamais été mononoral. Jamais. Si, une fois ou deux. Mais dès qu'il y a les codex, on enlève le mononoral et ça devient un truc un peu plus chiadé. Bref, dans tous les cas, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec ce codex. Moi, je vais pas détailler les datasheets parce que bon, il y en a beaucoup, on verra. Peut-être que je ferai ça plus tard. En attendant, on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. En tout cas, je pense avoir dit l'essentiel sur les Aeillari. Et j'espère que vous avez pris le temps de faire des petits screens. Comme ça, vous avez votre codex en version numérique, en français et tout. C'est cadeau, ça fait plaisir. Et sur ce, moi, je vous dis à plus les copains.